Donc, de quoi est-ce que je vais essayer de vous parler aujourd'hui? Donc, comme j'ai dit, il va y avoir deux parties. La première partie, ça va être d'expliquer les données. Alors, expliquer des données, c'est plutôt chercher à comprendre un petit peu ce qu'il y a dedans et ensuite de passer au classifieur. Et dans les deux cas, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de montrer quelques méthodes et principes de façon générale et ensuite, surtout, de montrer quels sont les risques, quels sont les dangers et à quoi il faut faire particulièrement attention quand on veut faire des explications. Voilà. Et puis, ensuite, une conclusion. Et donc, pour faire l'explication de données, c'est à travers un système qu'on va appeler les résumés linguistiques. Alors, de quoi ouais, c'est ça. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, principe, méthode, donc, contexte et motivation, le cas particulier des protoformes et ensuite le cas particulier des item sets graduels. Donc, l'idée de faire des résumés linguistiques, c'est déjà, c'est de s'adresser à quelqu'un qui a collecté des données, mais qui n'est pas forcément un machine learner. D'accord, c'est pas forcément un spécialiste d'apprentissage automatique, c'est quelqu'un qui a collecté plein de données et il cherche à savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Essayer de lui expliquer un petit peu quel est le contenu. C'est pas un apprentissage supervisé, c'est plutôt du non supervisé, c'est plutôt descriptif. Et puis, on se dit qu'on peut utiliser des résumés linguistiques. Pourquoi? Parce que le texte, c'est quand même quelque chose qu'on comprend bien. Enfin, on va essayer de faire des choses en langage naturel. On va voir que le naturel, il est parfois un petit peu exagéré. Mais c'est ça qu'on va essayer de faire. Et le principe, c'est de dire que ça va permettre de rendre des données plus lisibles. Évidemment, si on prend une grosse matrice qui contient des milliers de colonnes et des milliers de lignes, on ne sait pas... Enfin, voilà, ça marche pas. Donc, ça se place dans un cadre qu'on appelle le data to text. Donc on part des données et on cherche à produire un texte, on utilise une expression linguistique et puis surtout ça reste du résumé, donc ça veut dire aussi qu'il y a une composante d'une vue synthétique, donc on cherche à mettre en exergue des choses qui sont importantes et ça va être très important pour arriver à faire la preuve. Alors, on va l'illustrer ici sur le cas de séries temporelles. Les séries temporelles déjà c'est quand même un cas particulier de données parce qu'on peut les visualiser. Et donc, quand on a une visualisation possible des données, ça permet déjà de comprendre un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Donc, le premier ici, c'est des activités boursières. Hein. Plus exactement, je crois que c'est ce qui se passe sur le marché brésilien et le marché américain. Ça, c'est des données médicales. Et là, ouais, on visualise des données, mais bon, c'est pas très clair. Et ça, c'est juste une série temporelle. Et donc, l'idée de faire des résumés linguistiques, c'est de produire des textes qui vont extraire de ça donc une information qui va être plus claire. Par exemple, pour les séries temporelles de séries boursières, ici, on a extrait un résumé qui est la plupart, qui est quand le prix de fermeture sur le marché brésilien augmente, plus le prix du marché brésilien augmente, plus le prix sur le marché américain augmente aussi, surtout si ce prix sur le marché américain est compris dans tel intervalle ou bien dans tel intervalle. Ce qui permet effectivement d'apporter une connaissance à l'utilisateur qu'il n'a pas forcément quand il regarde ça directement. Sur les données médicales, on peut avoir d'autres types de résumés qu'on peut extraire. Par exemple, ici, peu de patients ont un rythme cardiaque moyen la plupart du temps. Donc là, en plus, on combine une information qui est à la fois sur les valeurs et sur le déroulement temporel. Et on met en exergue quelque chose qui est sur peu de patients. Ce n'est pas forcément les tendances générales, ça peut aussi être des trucs un peu plus exceptionnels qui peuvent être intéressants aussi. Et puis, le deuxième exemple ici pour ces données médicales, c'est un cas qu'on avait appelé contrastif, parce qu'ici, on cherche à mettre en opposition deux groupes de patients. Et donc, on dit la plupart des patients qui sont décédés avaient une valeur, évidemment avant la mort, très élevée de rythme cardiaque, alors que ce n'est pas le cas pour les patients qui ont guéri. Et donc là aussi, on extrait une information et on la présente sous forme linguistique en se disant que ça peut parler à quelqu'un qui n'a pas de connaissances particulières en machine learning. Et puis ici, sur cette troisième série temporelle, c'est un autre type de résumé linguistique, et cette fois-ci sur la période, pour dire par exemple, environ toutes les 30 minutes, les données prennent des valeurs élevées. Alors, tout ça, c'est ce qui s'appelle donc les résumés linguistiques. Il faut faire attention parce que le terme de résumé linguistique, il existe dans un certain nombre de domaines et il ne correspond pas toujours à la même chose. Donc, de façon générale, il s'agit de produire des textes en langage naturel qui fournissent des vues synthétiques des données, et il y a trois approches principales. D'une part, il y a des approches qui sont vraiment développées par des linguistes. C'est des références qui sont un peu anciennes, aussi pour vous montrer que l'XAI, en fait, ça s'appuie sur des choses, elles sont des questions qui peuvent exister depuis longtemps, même si ça explose là maintenant avec des nouveaux types de méthodes, mais ça existait déjà depuis longtemps. Donc les linguistes, ils ont toujours fait du résumé linguistique, et ils font effectivement des textes qui sont très beaux, qui ont un aspect stylistique et qui ont des choses, des termes de vocabulaire qui sont intéressants. Ensuite, le terme résumé linguistique, il est utilisé aussi pour des résumés qui sont différents parce que c'est du texte-to-texte. Donc ça, c'est une thématique de recherche qui est aussi très active en ce moment, qui est, étant donné plein de textes, en extraire l'information pertinente.
sous la forme de texte. Et ça se fait par des approches statistiques, par exemple des réseaux de neurones récurrents, mais c'est pas ça du tout dont moi je veux parler. Moi je voulais parler des data to text et pas des text to text. Donc moi en entrée, je dis que j'ai une matrice de données numériques. Et puis il y a une autre approche qui, vous voyez, date quand même des années 90, enfin des années 80, même avec Ronald Yeager, qui est ce qu'on appelle les protoformes. Les protoformes, en fait, c'est des textes à trous. Un texte à trous, c'est-à-dire qu'on a un schéma prédéfini qu'on va chercher à instancier sur les données. Et donc, le résumé, il a la forme, alors, on dit les QRX sont P. Ça veut dire quoi, QRX sont P? Alors, en fait, ici, un exemple directement. Peu des patients âgés ont un rythme cardiaque moyen. Donc, le Q, c'est ce qu'on appelle le quantificateur, ça va être le peu de, ou bien la plupart, ou bien tous, ou bien, voilà, c'est un quantificateur. Le R, c'est ce qu'on appelle le qualifieur. C'est pour dire de qui on parle. Donc, le X, c'est toutes les données. Et si on ne parle pas de toutes les données, on va parler que des patients qui sont âgés. Donc on restreint par ce qualifieur. Et ensuite le P, c'est vraiment le résumeur, donc c'est qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces données. Et puis après, il y a plein de formes, de protoformes différents, et on peut parler de plein de choses. Par exemple, on peut faire un autre schéma prédéfini qui serait contrastif, qui va dire QRX sont P, alors que les R'X ne le sont pas. Donc là, on met en opposition les R et les R' pour chercher un P qui s'applique au R, mais qui ne s'applique pas au R'. Ou alors, quand tout à l'heure j'avais l'exemple sur les séries boursières, c'est plutôt autre chose, c'est plus un attribut A1 vérifie une propriété P1, plus un attribut A2 vérifie une propriété A2. Et dans tous les cas, ce qu'on va chercher à faire, c'est à instancier tout ça. Alors, pour faire ça, en fait, ce qu'on va dire, c'est que, vous voyez, le peu de, le AG, le moyen, en fait, tout ça, on va le placer dans le cadre des résumés linguistiques flous. C'est-à-dire que ces éléments-là, on va les représenter par des sous-ensembles flous. Donc, petit sondage, qui connaît la logique floue? Ok, ici à peu près une moitié. Je ne sais pas si à distance, est-ce que les gens ont dit s'ils connaissent la logique floue ou pas? Un peu. Oui, non, mais c'était pour avoir une idée globale. Donc voilà, donc ceux qui connaissent déjà le flou, je vais juste faire un rappel en quelques slides des propriétés principales du flou qui, pour moi, est très important parce que moi, mon domaine de recherche, c'est la logique floue. Et puis, je pense que vraiment la logique floue a des outils à apporter pour tout ce domaine d'interprétabilité, puisque depuis toujours, la logique floue a été proposée, a été définie avec un objectif de mieux modéliser ce qui est manipulé par l'être humain. Et donc, si on modélise mieux ce que l'être humain manipule naturellement, a priori, on va pouvoir s'expliquer mieux avec lui. Oui, en fait, voilà, les protoformes, c'est une des façons pour faire des résumés linguistiques en data to text. Ouais. Alors, c'est quoi les sous-ensembles flous? Donc, la théorie des sous-ensembles flous a été proposée par Lotfi-Zadeh dans les années 60. Et formellement, d'ailleurs, Isabelle Bloch, mercredi matin, a déjà parlé des sous-ensembles flous. Bon, voilà, c'est juste pour en remettre un petit peu. Voilà. Alors, formellement, un sous-ensemble flou, c'est défini par ce qu'on appelle une fonction d'appartenance, donc en anglais, membership function, qui est définie sur un grand U. Donc, grand U, ici, c'est l'univers de description. Et ce qui se passe, c'est que on a cette fonction qui, à chaque élément de grand U, va donner une valeur comprise entre 0 et 1, qui est le degré d'appartenance. Donc en fait, c'est simplement une généralisation de la théorie des ensembles classiques, sauf que quand on fait des ensembles classiques, on a la fonction caractéristique, qui est binaire, donc on dit juste un élément, il appartient pas. C'est tout. Ici, on va dire que ça appartient, plus ou moins, un peu. Et donc ici, j'ai mis deux exemples différents. Le premier ici, c'est sur un univers U qui est un univers continu, donc voilà, qui est représenté par l'axe des abscisses qui est continu. Et j'ai représenté ici la fonction d'appartenance, et ça correspond par exemple à la définition du terme faible. Et donc par exemple ici je dis, ça va être faible, il est tout à fait. Les éléments qui sont compris entre 3 et 6 là, appartiennent totalement à l'ensemble faible. Et puis quand je vais vers les valeurs milieu, ça appartient de moins en moins. Quand j'arrive à la valeur 8, ça n'appartient plus du tout. Et ici, vous pourriez vous demander, mais pourquoi est-ce que je décroît ici quand je vais sur le côté gauche? Je ne sais pas, c'est parce que pour moi, quand c'est trop petit, c'est plus faible, c'est très faible. Et donc, je pourrais avoir un terme différent qui correspond aux éléments trop faibles. Et puis ici, sur la droite, j'ai un exemple différent qui est un exemple discret. Donc ici, je m'intéresse aux sous-ensembles flous qui sont les auteurs célèbres. Et effectivement, on peut dire que les auteurs célèbres, ce n'est pas
une définition binaire, c'est pas oui je suis célèbre ou non je suis pas célèbre, on a des degrés de célébrité. Et donc, alors j'ai pris des auteurs du 19e siècle, et donc Balzac est tout à fait célèbre, donc il appartient totalement à cet ensemble-là. Barbey d'Aurevilly, il est peut-être un peu moins célèbre, donc il appartient peut-être avec un degré 0,6 seulement, ce genre de choses. Et ensuite, une fois qu'on a défini ces sous-ensembles flous, souvent donc on définit ce qu'on appelle une partition, c'est-à-dire qu'on définit plusieurs sous-ensembles flous pour couvrir tout l'univers. Ici, c'est ce qu'on appelle une partition forte. Donc ici, chaque élément de mon univers appartient à au moins un sous-ensemble flou. Et c'est une partition forte parce qu'en fait, ici, il se trouve que mes sous-ensembles flous sont définis de telle sorte qu'un élément n'appartient jamais à plus de 2 sous-ensembles flous. Et la somme des degrés d'appartenance vaut toujours 1, ici, dans ce cas-là. OK. Alors, ce qui est important, donc, c'est la sémantique qu'on donne à ce chose-là. Donc, chaque élément X appartient plus ou moins à grand A. Alors, à quoi ça sert? Première chose, par exemple, ça peut servir à définir chauve. Chauve, pour moi, est typiquement un ensemble flou. Pourquoi? Parce que ce que je peux imaginer, c'est que sur l'axe des abscisses, par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, le nombre de cheveux, et je vais dire que quelqu'un appartient plus ou moins au sous-ensemble des chauves. Alors, j'ai recherché ce matin, je ne savais pas si, moi je ne savais pas qu'un être humain, par défaut, il a entre 80 000 et 150 000 cheveux. Je me suis dit, je ne sais pas quelle est la plage de valeur. Et alors après, j'étais très embêtée parce qu'apparemment, un chauve a tout autant de cheveux. C'est juste que ses cheveux, ils sont microscopiques. Donc, mon exemple tombe un peu à l'eau. Donc en fait, il faudrait plutôt parler de la taille minimale des cheveux. Bon, est-ce que ça vous va si on parle quand même d'un nombre de cheveux? Même si biologiquement, c'est pas bon. Bon, donc on a un nombre de cheveux et vous êtes d'accord que, voilà, donc ce que moi je dis, c'est qu'on a ici une transition progressive entre être chauve et pas chauve. Et c'est une transition progressive parce que on dit, alors, si on mettait une valeur fixe, donc on dit, ok, à 80 000 cheveux, on n'est pas chauve. Ok, à 78 000 non plus. À 50 000, ben, on commence à devenir chauve un peu, quoi. À 20 000, on est beaucoup plus, à 10 000, on est encore plus. On est de plus en plus chauve, mais il n'y a pas un, c'est pas, et à un moment, on arrache le dernier cheveu qui fait passer de non chauve à chauve. D'accord? Il n'y a pas une valeur, alors on dit crisp, donc le contraire de fuzzy, c'est crisp. Il n'y a pas un seuil précis qui dit au-dessus de cette valeur, je ne suis pas chauve, et en dessous, je suis chauve. C'est un truc progressif. L'autre exemple classique en logique floue, en théorie des sous-ensembles flous, c'est le tas de sable, un gros tas de sable. Vous enlevez un grain de sable, ça reste, c'est toujours un tas de sable. Vous enlevez encore un grain de sable, et pourtant, au fur et à mesure que vous enlevez les grains de sable, il y a un moment où c'est plus un tas de sable. Et il n'y a pas le grain que vous avez enlevé qui a fait passer le sable. Ça marche? Alors la question, pour ceux qui ne connaissent pas, en général, c'est mais c'est des probabilités. Non, surtout, ce ne sont pas des probabilités. Bon. Alors, c'est vrai que c'est très proche et c'est pas toujours évident de faire la différence, mais sémantiquement, intrinsèquement, ce qui se passe, c'est que les probabilités, ça sert à modéliser ce qu'on appelle l'incertain, là où le flou, ça sert à modéliser ce qu'on appelle l'imprécis. Voilà. Par exemple, je reprends mon exemple de chauve. C'est pas que la probabilité d'être chauve, sachant que j'ai 100 cheveux, est élevée, est très forte ou pas. C'est pas une histoire de probabilité. Quand on a 100 cheveux, on est chauve. Si on en a 80 000, on n'est pas chauve. Mais c'est pas une probabilité, c'est pas une incertitude, c'est une imprécision. Ça sert à dire je passe de l'un vers l'autre. Ça marche, ça, vous voyez la différence? Alors, l'autre exemple qu'on est obligé de faire quand on parle de théorie de sous-ensemble flou, c'est, vous imaginez, vous êtes perdu dans le désert, vous mourrez de soif, et vous trouvez 2 bouteilles. La première bouteille, il y a marqué la probabilité que le contenu de cette bouteille soit un poison est de 0,6. Sur la deuxième bouteille, il y a marqué le degré d'appartenance du contenu de cette bouteille à poison est de 0,6. Et donc là aussi, je voudrais faire un sondage. Vous réfléchissez, il n'y a pas de mauvaise et de bonne réponse. Je voudrais faire un sondage. Qui boit la bouteille 1, qui boit la bouteille 2? Alors ceux qui boivent les deux, ils peuvent, mais c'est pas... Enfin, il faut vraiment avoir très très soif. Sachant qu'on prend des risques. Alors, je sais pas, dites-moi. Oui. Alors, il y a une question, donc je pense que ceux qui sont à distance n'entendent pas. Donc ici, il y a une discussion sur est-ce que c'est un poison qui fait mourir tout de suite, etc. Oui.
Donc la vraie question, effectivement, c'est que ici, quand on a le degré d'appartenance, c'est qu'on ne sait pas comment c'est défini et on ne sait pas si c'est un peu un poison. En fait, c'est pas tout à fait un poison. C'est exactement ça. En fait, ce qu'on a, c'est que quand on dit le degré d'appartenance à empoisonné est de 0,6, ça veut très exactement dire que c'est du poison délayé. C'est exactement ça. C'est un mélange de poison et d'eau. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on prend la deuxième bouteille avec le degré d'appartenance, on est sûr qu'on sera bien malade. J'ai mis 0,6, c'est pas mis 0,4. Hein. J'aurais pu mettre 0,4 aussi. J'ai mis 0,6. C'est sûr que ça ne va pas être drôle. La bouteille avec la probabilité, là, c'est vous jouez à la roulette russe. Voilà. Vous avez 60% de chance de mourir immédiatement dans votre souffrance et 40% de chance de juste avoir vu une bonne eau bien pure. Et voilà. D'accord. Donc, ça, je dis, il n'y a pas de bonne réponse. Après, c'est une question de psychologie, chacun joue comme il veut. Quoi. Donc, je redis, avec la première bouteille, vous avez 60% de chance de mourir dans votre souffrance et 40% de chance d'être bien. Avec la deuxième bouteille, vous êtes sûr que vous allez être bien malade. C'est pour ça que je dis, les probabilités, c'est de l'incertain. La théorie des sous-ensembles flous, c'est de l'imprécis. C'est pas la même chose. C'est pour dire, c'est pas tout à fait du poison. Enfin, il y a là aussi, il y a une transition progressive entre poison et pas poison, avec la quantité d'eau qu'on a mis. Ça marche. Donc ça, c'est le principe général. Après, évidemment, ça se complique. C'est toujours un peu plus compliqué de faire la différence entre les deux parce qu'il y a des liens. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a des liens? Il y a des liens parce que en général, quand on augmente la précision, on peut diminuer la certitude. Par exemple, si je vous dis que la distance entre Paris et Tokyo est de 10 000 km, c'est une connaissance, vous voyez bien qu'elle est imprécise. C'est environ 10 000 km. Vous avez bien compris, ce n'est pas 10 000 km ou kilomètres près, c'est environ 10 000 km. Bon, je vais vérifier ce matin, donc je suis assez sûr de moi, mais effectivement, c'est environ 10 000 km. Si par contre, alors je vais regarder parce que la distance entre Paris et Tokyo est exactement de 9 714 km et 780 mètres, je vais pas regarder la suite. Là, c'est une connaissance qui est beaucoup plus précise. Et en même temps, on peut avoir une incertitude qui va être supérieure. Donc, il y a quand même... Les deux notions ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Ça marche, ça? Oui. En expliquant que le poison peut également être dilué pour la bouteille numéro 1. Le poison peut également être quoi? J'ai pas entendu, pardon. Être dilué. Ce poison peut également être dilué dans la bouteille numéro 1. Est-ce que... Normalement, non, normalement, enfin, c'est vraiment, est-ce que c'est du poison, oui ou non? Et dans le premier cas, c'est que je ne sais pas si c'est du poison, oui ou non, alors que dans le deuxième, je sais que c'est pas complètement du poison. Enfin, a priori, après les exemples ont toujours des limites, hein, mais normalement, la probabilité, c'est plus une incertitude, donc c'est épistémique. Donc c'est vraiment une question de qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas. Alors que l'imprécision, c'est plus ontique, c'est plus essentiellement de quoi il s'agit. Je ne sais pas si ça répond à la question ou pas trop. Ok. Et alors après, là où c'est aussi compliqué, c'est que la question, c'est comment est-ce qu'on construit la fonction d'appartenance. Et ce qui se passe, c'est que parfois, la fonction d'appartenance, on la construit par une fréquence observée chez les gens, en disant, par exemple, je sais pas moi, si je reprends mon exemple des auteurs célèbres, je vais regarder quelle est la proportion de gens qui ont cité Barbet d'Aurevilly parmi les gens célèbres. Et c'est ça qui va me servir à définir mon 0,6. Mais c'est pas tout à fait quand même la même chose. C'est pas une probabilité qu'il soit célèbre. C'est que je vais demander à plein de gens qui, eux, savent, ou enfin connaissent ou non, donc on va dire c'est célèbre ou non. Et après, c'est en agrégeant les informations de toutes les personnes que je vais en déduire un degré d'appartenance qui va être du coup une somme précise. Bref, voilà. Donc, en gros, il y a une différence. En pratique, parfois, c'est un peu plus difficile. Mais surtout, après, les manipulations vont être très différentes. Alors, plus exactement, comment est-ce qu'on va manipuler ce genre de choses? Eh bien, on va faire en étant la théorie des ensembles. Donc, on va redéfinir toutes les opérations ensemblistes, l'intersection, l'union, etc. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc ici, j'ai pris l'exemple de l'intersection. Donc, on a deux sous-ensembles flous, A et B, et on veut calculer leur intersection. Pour définir un sous-ensemble flou, on le représente par sa fonction d'appartenance. Donc ça veut dire que pour chaque individu X, il faut que je calcule à quel point est-ce qu'il appartient à l'intersection de A et B. Et pour faire ça, je vais utiliser un opérateur d'agrégation. Et pour l'intersection, on appelle ça une T-norme. T, c'est pour triangulaire. Et je vais appliquer cet opérateur d'agrégation au degré d'appartenance à A
et au degré d'appartenance à B. Vous êtes d'accord que à quel point est-ce que ça appartient à A et B, ça dépend de à quel point ça appartient à A et à quel point ça appartient à B. Après, on se dit, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mis du jaune parce que je trouve ça gay comme couleur, mais je crois qu'on voit rien. Donc là, à chaque fois, il y a un sous-ensemble flou jaune, enfin c'est le même dans les trois cas. Donc une première définition possible, c'est de dire que ça va appartenir à l'intersection avec le degré minimum avec lequel ça appartient à chacun des deux. Ça, c'est pas complètement choquant. Effectivement, on se dit, ça ne peut pas appartenir à l'intersection plus que ça n'appartient à chacun des deux. D'accord? Ça vous va, ça, à peu près? Ça vous semble près intuitif? Donc ici, ce que j'ai représenté, c'est un sous-ensemble flou jaune, un sous-ensemble flou bleu, et la partie en rouge ici, c'est la fonction d'appartenance qui représente les deux. Et puis après, je peux dire, je vais être peut-être plus drastique, plus méchant. Donc il y a par exemple, ça c'est le premier opérateur qui a été proposé, c'est pour ça qu'on l'appelle Zadé, parce que c'est Zadé qui l'a proposé, et puis c'est lui qui a toujours, de toute façon c'est lui qui a tout commencé. Donc, voilà. Et après il y a Vukasevich qui a proposé un max, un U plus V moins 1, avec un maximum à 0, parce que si on prend juste le U plus V moins 1, on pourrait avoir un degré d'appartenance qui soit négatif, ça c'est pas autorisé. Un degré d'appartenance c'est toujours entre 0 et 1, n'étant pas au-delà de 0,1. Et si vous voyez ici, la courbe rouge, elle est en dessous de celle qu'on avait pour le minimum. En fait, ici on est plus sévère, et en fait, on dit, non, s'il appartient qu'avec un degré, alors 0,6 et 0,4 et 0,6, ça va appartenir moins que 0,4. Et puis alors ça, c'est pas mal, mais c'est pas très dérivable, c'est pas très joli. Donc, il y en a qui ont proposé de faire quelque chose qui est plus dans un aspect probabiliste, qui est de dire, on va faire le produit entre les deux. Et la différence qu'on va avoir quand on choisit l'un ou l'autre, ça va être effectivement à quel point est-ce qu'on est sévère quand on va calculer l'intersection. À quel point est-ce qu'on va dire si ça appartient à A et B, dans quel cas est-ce que je veux que ça fasse ou pas. Et donc là, ça va dépendre vraiment de ce qu'on veut modéliser et du comportement qu'on veut observer chez les gens. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quand on définit ce genre de choses, sauf pour Zadé, là, avec les trois que j'ai mis, est-ce que vous êtes d'accord que A inter A n'est plus égal à A? Vous êtes d'accord avec ça? L'intersection de A avec lui-même, ça se voit bien, par exemple, si je prends le produit, si j'ai un vrai sous-ensemble flou, ça veut dire que ce n'est pas un sous-ensemble flou qui a des valeurs que 0 et 1. Si c'est que 0 et 1, c'est un ensemble classique, c'est un cas particulier de sous-ensemble flou. Donc si j'ai ici quelque chose qui est compris entre 0 et 1, si je calcule le degré d'appartenance de avec lui-même, si ça va une valeur 0,1, ça va faire 0,1 au carré, ça va faire 0,01, qui n'est pas égal à 0,1. Donc le A inter A n'est plus égal à A. Parce que le principe, c'est de se dire, oui, mais si je dis que, alors, c'est d'accord que l'intersection, c'est un peu comme une conjonction, comme un et logique. Si je dis c'est bon, puis c'est bon. En fait, j'ai quand même rajouté de l'information et c'est plus difficile d'appartenir à c'est bon et c'est bon que juste appartenir à c'est bon. Ça permet de modéliser comme ça des effets de renforcement. Et par exemple, on peut dire que A inter A, ça va représenter, je sais pas moi, trait A. Et donc, c'est ce que ça permet de faire. Donc voilà pour l'intersection. On fait du même genre pour l'union. On ne fait pas n'importe quoi. On s'arrange quand même pour que l'intersection et l'union, ça conserve des propriétés qui correspondent l'un avec l'autre. Et voilà, on fait la complémentaire. Pour le complémentaire, il y a plusieurs choix, mais en général, on fait juste un moins le degré d'appartenance. Oui. Je ne le connais plus en fait. C'est des choses qui sont tellement classiques, qui datent des années 70, qu'en fait on utilise ces noms-là toujours. Pardon? C'est Dempster? D'accord, merci. Donc apparemment le produit a été proposé par Dempster. Je sais pas. D'accord, c'est comme ça que Sébastien Destarc dit. Donc c'est bien, je pense qu'on peut répéter ce que Sébastien Destarc dit. Merci. Voilà. Ça marche? Alors, une fois qu'on a défini les sous-ensembles flous, forcément je ne pouvais pas résister, une fois que je vous ai parlé de sous-ensembles flous, à parler de logique floue. C'est quoi la logique floue? La logique floue, c'est on va permettre maintenant de raisonner avec les sous-ensembles flous. Donc, les sous-ensembles flous, c'est juste une représentation de connaissances imprécises. Et maintenant, j'ai représenté la connaissance imprécise, je peux raisonner avec. Et là aussi, ce raisonnement-là veut essayer d'être plus proche d'un raisonnement humain que ce que fait la logique binaire, que parfois j'appelle la logique bêtement binaire, par un peu de provocation, pour dire, voilà, c'est un petit peu, ça marche très bien pour le raisonnement parfait, infaillible, comme les maths. Pour un raisonnement de tous les jours, en raisonnement de tous les jours, on ne fait jamais du raisonnement binaire. Ça marche pas. On dit, ouais, normalement, oui, il fallait que je parte à 8h30 pour être à l'heure. Ouais, il est 32, ça marche encore. C'est pas grave. Ouais. Donc,
faut que je parte à 8h30, c'est quand même toujours du environ 8h30. Si je pars à 8h30, je ne serai pas en retard. Je suis parti à 8h32, ça passe. En logique classique, ça ne passe pas. Donc, comment est-ce qu'on fait ça de façon un peu formelle? C'est tout simple. On étend tous les éléments classiques. Donc, quand on a un prédicat logique, normalement, la sémantique d'un prédicat logique, si on va donner l'ensemble des valeurs qui rendent ce prédicat vrai, là, on dit simplement que l'ensemble des valeurs qui rendent le prédicat vrai, c'est un sous-ensemble de choix. Et donc, on va dire qu'il y a certains éléments qui vont appartenir plus ou moins, et ça va rendre plus ou moins le prédicat vrai. Et donc, ensuite, quand je veux calculer la valeur de vérité, ici, la valeur de vérité, évidemment, ça va plus être juste 0 ou 1, ça va être tout l'intervalle entre 0 et 1. Et si j'ai une formule qui est juste un prédicat appliqué à un terme, quel va être son degré de vérité que j'ai noté ici, nu de f? Et bien, nu de f, ça va simplement être à quel point est-ce que la valeur que je calcule pour t fait partie des valeurs qui rendent p vrai. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple des chauves, là, si j'ai quelqu'un qui a, je sais pas moi, 5000 cheveux sur la tête, je vais dire à quel point est-ce qu'il est vrai que cette personne est chauve, et bien je calcule à quel point est-ce que quelqu'un de 5000 cheveux appartient à l'ensemble des cheveux. Et ensuite, quand j'ai défini ces valeurs de vérité pour les formules atomiques, je vais les combiner. Par exemple, ici, si je prends l'intersection, enfin le et logique entre F1 et F2, je vais dire que la valeur de vérité de F1 et F2, c'est un opérateur d'agrégation que j'applique à chacun des éléments. Et naturellement, ça correspond, le et logique, ça a bien une interprétation comme étant l'intersection des sous-ensembles qui correspondent. Donc ça reste une T-norme, comme on l'a vu juste avant. Si j'ai un OU, je prends une T-conorme. Si je prends un implique, c'est beaucoup plus intéressant. Ça nous emmènerait trop loin. Je ne vais pas rentrer dans les détails des implications. Il y a plein de choses à dire sur les implications, parce que pour généraliser l'implication classique, on peut dire plein de choses. Déjà, l'implication classique, on peut poser plein de questions. Et quand on s'autorise toutes les valeurs entre 0 et 1, on peut aller dire beaucoup de choses. Mais je fais un teasing comme ça, je veux dire rien de plus. Non. Par contre, ce qui est hyper joli aussi, c'est qu'une fois qu'on a défini ces degrés de vérité, on va pouvoir faire des inférences. Et l'inférence, par exemple, c'est ce qu'on appelle... C'est toujours le modus ponens. Ça parle à tout le monde, le modus ponens? Oui, d'accord. Okay. Donc le modus ponens, c'est quand j'ai A, si je sais que j'ai l'implication A implique B et que j'ai A, alors je peux en déduire B. Là où la logique floue va être beaucoup plus puissante que la logique classique, c'est qu'on va dire j'ai bien mon implication A implique B, mais mon observation, c'est pas exactement A. C'est un A'. C'est pas exactement la même chose que A, c'est un truc un petit peu décalé. Par exemple, je sais que si une tomate est rouge, alors elle est mûre. La mienne n'est pas tout à fait rouge, il y a encore un peu de vert sur certains points. J'ai envie de dire, elle n'est pas tout à fait mûre. Si elle n'est pas tout à fait rouge, elle n'est pas tout à fait mûre. En logique classique, je ne peux rien faire. Si mon observation en logique classique ne matche pas exactement la prémisse de l'application, je suis bloqué. En logique floue, c'est pas grave, je peux continuer à progresser. Et donc ce qu'on dit, c'est que si j'ai un A' et j'ai un implique B, je vais en déduire un B'. Jusque-là, j'ai rien dit. Et la question, c'est comment est-ce qu'on définit ce B'? Alors, comment est-ce qu'on définit ce B'? On va le définir par sa fonction d'appartenance. De toute façon, quand on définit un sous-ensemble de flou, on définit toujours sa fonction d'appartenance. Alors là, je suis d'accord, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, il faudrait y passer beaucoup de temps. Donc je vais dire, mon B', il est défini sur le même univers que B. Donc quand je vais calculer sa fonction d'appartenance, c'est pour tous les éléments qui font partie du même univers que pour B. Et je vais dire à quel point est-ce que Y appartient à B. Alors, pour que Y appartienne à B, il faut que ce Y-là, je puisse l'obtenir à partir d'un X qui vérifie A. Ouais. Donc je dis, j'ai un A implique B. Donc ici, j'ai une fonction I. Donc ma fonction I, c'est la fonction d'implication. Tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, sur l'implication, il y a plein de choses à dire, je n'ai pas le temps de vous en parler. Bon, ben, c'est pareil. Et donc je vais dire, le Y, il appartient beaucoup à B'. Si le Y peut être mis en relation d'implication avec un X qui vérifie le A, et en plus, et le et c'est ici cette norme, et en plus ce X vérifie aussi le A'. Donc là, je dis qu'il y a un élément qui va vérifier B' si il a quelque part un antécédent dans l'univers des grands A, et que cet antécédent vérifie A et A'. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est pas qu'il vérifie A, c'est qu'il vérifie les A qui donnent l'implication avec B. Et après, je dis, bah, j'ai plein de X possibles. Allez, c'est la fête, je prends le sup, pour être généreuse. Alors, c'est la définition. Donc, c'est une condition nécessaire et suffisante, c'est-à-dire que le GMP, Generalized Modus Ponens, il est défini comme ça.
Après, il y a toujours des gens qui disent je vais aller faire des trucs un peu marrants, des trucs un peu originaux, etc. Mais voilà, normalement, la définition de base, c'est ça. Après, là, on a quand même encore plein de degrés de liberté. On a plein de degrés de liberté parce que là, il y a ce i à choisir. Donc là, je redis, hein, le i, c'est l'opérateur que je vais choisir pour modéliser à quel point est-ce que l'implication est vraie. C'est juste un opérateur d'implication. Il faut aussi que je choisisse la t-norme. Et évidemment, il faut que ma t-norme qui modélise le et ici soit pas complètement définie de façon indépendante avec le i. En fait, ce qu'on demande en général, c'est que typiquement, si le a' c'est le même que a, au résultat, je veux avoir la même chose que b. Hein. Donc pour retrouver les résultats de logique classique, il y a des contraintes sur le t et le i pour que si le a' est égal au a, ça marche bien et je récupère en résultat le b'. Okay. Et je redis, ça c'est pour faire des modélisations qui correspondent mieux à ce que l'être humain, la façon de raisonner de l'être humain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si ma règle c'est si je pars avant 8h30, alors je ne suis pas en retard. Je suis parti à 8h32, ouais, je ne vais pas être très en retard. C'est le principe. Et là, ça donne un cadre formel pour faire les calculs et pour ne pas dire ok, je ne suis pas très en retard, mais comment est-ce que je peux me modéliser et comment est-ce que je peux faire ça. C'est utilisé en vrai, hein, les machines à laver, par exemple, les machines à laver qui utilisent de la logique floue. Je n'ai pas mis les images, mais si vous demandez à Google Images, vous verrez Fuzzy Logic Inside. Il y a des appareils photo aussi, mais ils ne mettent pas trop en avant que c'est la logique floue parce que le terme est mal choisi et que c'est pas très un argument de vente très convaincant. Oui. Celui des alliés multiple les deux autres. Est-ce qu'on pourrait avoir A implique A? A implique A. Alors attention, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la je vous ai juste parlé du T ici. De toute façon, je ne vous ai rien dit sur le I. D'accord, le I, c'est un opérateur dont je n'ai pas parlé. Donc, il faudrait en dire beaucoup plus pour arriver. Alors, oui, la question, c'était de savoir, est-ce que, avec les opérateurs qu'on a définis sur le transparent d'avant, est-ce qu'on peut garantir que A implique A? Alors, déjà, définir que A implique A, en fait, c'est juste une question de l'opérateur d'implication. En fait, ici, moi, il faut que je dise, si j'ai un A implique A, il faut que je dise que le I d'une valeur et elle-même doit être toujours égal à 1, pour dire que A implique A est une tautologie. Donc je veux que ce soit toujours vrai, donc pour n'importe quel x, l'implication de mu a de x, mu a de x doit être égale à 1. Par exemple, l'implication en logique classique, on sait que P implique Q, c'est non P ou Q. Comme on a défini le ou, qu'on a défini le non, on peut très bien s'en sortir pour faire ça. Mais on peut faire de telles choses qui sont encore plus... Bref, j'ai dit que j'en parlais pas. Je parle pas. Plein de choses d'autres à vous dire. Ok. Donc voilà, donc ça c'était juste un petit rappel sur ce que c'est que la logique floue. Parce que, alors je vais pas en parler beaucoup, enfin la logique floue. Moi j'ai parlé de la théorie des sous-ensembles flous, mais ce qui est vraiment le raisonnement approximatif ici, je vais pas en parler beaucoup plus par la suite. Par contre, moi je pense qu'en termes d'interprétabilité, ouais, un raisonnement comme ça, il est plus interprétable pour un être humain parce que les conclusions qu'il va obtenir vont être moins choquantes que parfois des raisonnements qu'on obtiendrait juste en logique classique. Okay. Donc maintenant qu'on a défini tout ça, hop, je reviens à mes résumés linguistiques pour utiliser ce genre de choses. Alors, plus exactement, vous vous rappelez, on avait dit les QRX sont P, et moi j'avais dit, le Q ici, ça va être peu de patients, le R, ça va être des patients âgés, le P, ça va être ont une valeur moyenne, et moi ce que je dis, c'est que tous ces termes, peu de et âgés et moyens, sont définis comme des sous-ensembles flous. Donc par exemple, sur leurs univers respectifs. Donc ici, j'ai mis ma partition, j'ai mis la même que tout à l'heure. Hein, donc par exemple, mettons que ce soit pour le rythme cardiaque, et j'ai mis très bas, bas, moyen, haut, très haut. Et là, un médecin qui a des connaissances pourrait me dire que, par exemple, je sais pas moi, ma partition ici qui est hyper régulière, etc., n'a pas de sens. Peut-être que pour dans un cas médical, je sais pas moi, il faudrait avoir plus, on appelle ça des modalités, il faudrait avoir peut-être des sous-ensembles flous qui soient, je sais pas moi, plus décalés vers le bas. Peut-être que le milieu, il est beaucoup plus large que ce qu'il y a sur les côtés. Donc là, il y a une connaissance experte, c'est l'utilisateur va me dire, c'est quoi pour lui moyen, ou alors c'est quoi pour lui âgé. Si c'est un médecin en pédiatrie, le âgé, ça va pas du tout être la même chose que si c'est un médecin en généraliste. Et puis on fait aussi pareil pour les quantificateurs, et ça j'y reviendrai un peu plus tard, parce que alors peu de, je sais pas moi, donc si j'imagine que j'ai un pourcentage, donc si j'imagine que le peu de il est défini sur l'univers des proportions, et je vais dire, je sais pas moi, est-ce que 20% c'est peu de? Je sais pas, peut-être que c'est 10%,
Est-ce que c'est 25%? Je ne suis pas sûre. Donc, en 25%, je mettrais plutôt un degré d'appartenance 0 à peu 2. Et puis voilà, et là, l'utilisateur aussi peut définir ce qu'il veut. Et sinon, donc l'avantage, c'est que on va éviter des limites arbitraires entre les catégories. Parce que, par exemple, ouais, si moi j'ai dit que, par exemple, low, c'était entre telle valeur et telle valeur, si j'ai quelqu'un qui dépasse d'un chouïa, il compte plus. Parce qu'il n'est plus dedans. Alors que là, je vais dire, il va compter quand même un peu. Il va compter à hauteur de sa distance. Donc, ça permet d'avoir de la gradualité. Et si c'est graduel, c'est plus robuste. Parce que si je décale un tout petit peu, ça reste plus robuste que si c'était linéaire. Et en tant que tel, du coup, je considère que ça permet d'aider intégralité. Oui, ça marche. Donc formellement, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, si je reviens juste un instant en arrière. Donc, ce que moi je veux faire, c'est maintenant, si j'ai une phrase candidate QRX son P, j'ai des données, je veux calculer le degré de validité de cette phrase-là. Pour calculer le degré de validité, ça c'est des propositions de Ronald Jaeger des années 80. Ce que je vais faire, c'est, je vais calculer pour mes données ce qu'on appelle un cardinal flou. C'est quoi le cardinal flou? C'est, je vais dire, pour savoir si les QRX sont P, je vais regarder déjà combien j'ai de X qui sont R. Comment est-ce que je fais ça? Je fais simplement la somme de leur degré d'appartenance à R. C'est bien une généralisation de ce qui se passe en logique dans le cas classique. Si je suis dans le cas classique, je vais dire que je vais faire la somme pour tous les X appartenant à D, de 1 s'ils sont dans R et 0 sinon. Là, je dis je ne compte pas à la valeur de 0 ou 1, je compte à hauteur de à quel point est-ce qu'ils appartiennent. Après, je fais pareil pour le R et P. Donc, je regarde à quel point est-ce qu'ils appartiennent à la fois à R et P. Et donc là, je réutilise la T-norme que j'avais introduite tout à l'heure. C'est une intersection des ensembles. Et ensuite, je vais calculer leur proportion relative. Je vais regarder, parmi ceux qui sont R, combien sont aussi P. Et la proportion que j'obtiens, je vais la faire passer dans le sous-ensemble flou qui correspond au quantificateur. Et si, par exemple, je dis la proportion, quand je compare ces deux proportions-là, j'obtiens du 10%, je vais calculer à quel point est-ce que le 10% appartient à peu 2. Et je vais dire oui, ça appartient totalement. Donc, je vais avoir un degré de validité qui va être élevé. Si j'avais obtenu 75%, ça n'appartiendrait pas du tout, donc j'aurais un degré de validité très faible. Donc, j'oublie cette phrase dans mon résumé linguistique. Pourquoi la complexité de mise en œuvre de cet algorithme? Donc la question ici, c'est on a fait tout le travail de prédéfinition avec l'expert, effectivement, des modalités, donc du vocabulaire, des quantificateurs, etc. On définit comme ça comment est-ce qu'on fait le calcul, et du coup, quelle est la complexité calculatoire? Très bonne question. C'est nickel. Effectivement, ça peut paraître élevé. Parce qu'il y a deux problèmes. On a beaucoup de données, et on a un espace de recherche qui est très grand. Si je cherche tous les QRX sont P, a priori, si je combine tous les Q, tous les R, tous les P, ça va faire beaucoup. Il y a plein de méthodes qui ont été proposées. Donc, il y a des gens qui ont dit, en fait, l'utilisateur, déjà, il peut nous aider parce qu'il sait un peu qu'est-ce qu'il cherche. Okay. Après, évidemment, faire des algorithmes génétiques, quand on a des algorithmes génétiques, on va en mettre partout, ça peut marcher aussi. Et puis après, si on y réfléchit bien, en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas si loin des règles d'association. Vous êtes d'accord? Des règles d'association. Ici, je suis quelque part en train de regarder si j'ai une association entre R et P et je capture ce degré d'association par mon quantificateur. Donc, ça veut dire que je peux faire des algorithmes genre a priori. Bon, il faut le fluidifier un petit peu, il faut le rendre un petit peu flou, mais ça peut marcher, on peut faire ça de façon efficace. Et puis là, récemment, Grégory Smith, qui travaille à Lannion, à Mirisa à Lannion, il a fait des choses hyper intéressantes dans le cas où les données sont stockées dans des bases de données relationnelles. Et il a montré que quand on a des bases de données relationnelles, en fait, il y a plein de statistiques, il y a plein d'index, d'indices, d'histogrammes qui sont précalculés par la base de données. Et en fait, ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire qu'il arrive, donc il avait une base de données, je crois que c'était sur les vols d'avion aux États-Unis. Il a des millions de tuples, donc il a des millions de vols d'avion, il a plein de colonnes différentes. Et il arrive à trouver que la plupart des vols qui sont partis de Philadelphie tel jour, qui partent de Philadelphie, ont un retard important, par exemple. C'est le genre de résumé linguistique qu'il extrait. Et il arrive à procéder des millions de tuples comme ça en moins d'une seconde. Donc ça marche. On peut faire. Là, c'est dans des bases de données relationnelles. Ouais, c'est pas très compliqué. Ouais, ça marche. Voilà. Donc ça, c'était les protoformes de base qui sont les QRX.
c'est pas mal, mais on va quand même parler aussi d'un peu d'autre chose parce que Q P, ça reste un petit peu basique comme information. Alors, le deuxième élément dont je voulais parler, c'est ce qu'on appelle les item sets ou les motifs graduels. C'est quoi un motif graduel? On a dit, on va s'intéresser à traduire le résumé qui linguistiquement s'exprimerait comme plus l'attribut A et V, plus B et W. Quand je dis comme ça ne veut rien dire. Vous imaginez des données météorologiques, et on vous dit, plus la vitesse du vent est faible, plus la température est élevée. Ouais, c'est un résumé un peu rapide, hein, voilà, mais on peut imaginer avoir ce genre d'informations. Ouais. Et en fait, je vais me servir de cet exemple pour commencer à montrer les pièges qu'on peut avoir quand on fait des résumés linguistiques. Donc là, typiquement, ce qu'on a, c'est que on a donc deux attributs, A et B. Si je dis plus A est élevé, plus B est élevé, oui, là, effectivement, je peux dire que sur ces données-là, globalement, plus A est élevé, plus B est élevé. Quand j'ai un plus A et V, alors ici, le V, c'est encore une modalité floue pour moi, donc c'est encore un terme flou. Par exemple, plus le patient est âgé, donc je veux dire, plus le patient a un âge environ 40 ans, en fait, ici, je vais avoir les degrés d'appartenance à V, et en gros, ça revient à plus le degré d'appartenance à V est élevé, plus le degré d'appartenance à W est élevé. Donc en fait, ce cadre-là permet de recouvrir tout ce dont on a dit. Okay. Donc formellement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on a des données numériques. Un item graduel, c'est un couple composé d'un attribut et un sens de variation. Donc, quand je dis plus est élevé, j'ai inférieur ou égal en disant quand ça monte. Un item set graduel, c'est un ensemble d'items graduels compris comme une conjonction. Et puis, quand j'ai un item graduel, en fait, je définis un ordre sur mes données. Je vais dire, un objet O est avant un objet O' d'après l'ordre induit par M, si, pour chacun des attributs AJ qui sont dans cet item set, la valeur pour l'attribut O, la valeur pour la donnée O de l'attribut J vérifie la contrainte d'ordre qui est imposée dans ce motif graduel. Donc, par exemple, ici, j'ai dit plus la vitesse du vent est élevée. Ça veut dire, je regarde, pour l'objet O, quelle est la valeur de la vitesse? Est-ce que la valeur de la vitesse est bien plus petite que la valeur de la vitesse pour l'objet O'? Et puis, je demande aussi que plus la température soit élevée. Oui. Alors, comme j'ai dit, la question c'est est-ce que ce que j'écris est crisp ou est-ce que c'est flou? En fait, ici, moi, ce que j'ai dit, c'est que dans tous les cas, je considère que le cas général, c'est plus A est élevé, plus B est élevé. Si c'est flou, je considère que je travaille sur les degrés d'appartenance. Effectivement, ma relation d'ordre, elle, pour l'instant, elle est crisp. Ici, je ne me donne pas de tolérance, c'est oui ou non, c'est inférieur ou égal. Je pourrais dire aussi, c'est pas tout à fait inférieur ou égal, ça se joue à pas grand-chose. Oui, je pourrais faire ça aussi. Ouais, ça marche? Ok. Et là, pour moi, on va voir le premier problème. Ça va être quoi le premier problème? Ça veut dire que quand je dis en français, en disant plus ça c'est élevé, plus ça c'est élevé, ok, ça marche, c'est bon, on a compris ce que je veux dire. Non, c'est pas vrai. On n'a pas compris ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que sur le slide d'après, je vais vous montrer comment ce principe-là, on peut le formaliser, comment on peut le traduire. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a au moins 4 façons différentes de comprendre cette corrélation. Et ça veut dire que les résumés linguistiques que je vais extraire vont être différents suivant l'interprétation que je choisis. Génial. Alors, cette expression linguistique, elle est intuitive, elle semble facile à comprendre, mais en fait, on va avoir plein d'interprétations différentes. Et quand on va avoir des interprétations différentes, ça veut dire qu'on va avoir des définitions formelles qui vont être variables, on va avoir des critères de qualité qui vont être variables, donc ça veut dire que ce qu'on va extraire concrètement des données, ça va être variable aussi. Et donc ça veut dire que suivant le choix que je vais faire, je vais extraire certains motifs ou d'autres motifs. En soi, c'est pas grave. Mais est-ce que la méthode qui est implémentée par le programmeur et dans le logiciel que l'utilisateur met en œuvre, est-ce que c'est bien la même que celle que l'utilisateur a en tête? Si l'utilisateur il pense que c'est une certaine façon de comprendre et que le logiciel calcule avec une autre, juste ça va donner une expression complètement trompeuse de ce qui se passe. C'est un problème classique, on sait bien que le langage naturel, il est à la fois intuitif, tout le monde comprend, et en même temps il est hyper ambigu. C'est qu'on n'est jamais sûr que tout le monde ait compris la même chose que ce qu'on voulait dire. Ouais. Donc, c'est pour moi, et ça c'est un piège essentiel des résumés linguistiques, c'est que est-ce que tout le monde a bien compris la même chose? Est-ce que quand je dis quand je mets une phrase, est-ce que je suis sûr que
Parce que quand on implémente, forcément, on a une formalisation. Est-ce que cette formalisation correspond bien à ce que l'utilisateur veut dire? Alors, premier exemple. En fait, cette histoire, cette forme linguistique-là, plus la vitesse est élevée, enfin, plus M1 est élevé, plus M2 est élevé, ça a été proposé déjà dans les années 90 du siècle dernier, des millénaires derniers, en étant une généralisation floue des règles d'association. Donc là, ça voulait dire, cette phrase-là, elle a été proposée dans le cadre où effectivement on avait des degrés d'appartenance à des modalités floues. Et ce qui a été proposé, c'est de dire, on va regarder si la présence floue de M1 implique, au sens A pour conséquence, la présence floue de M2. C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque fois, donc c'est vraiment, je regarde mon tableau de données et je dis, ah, là, la vitesse du vent est élevée, est-ce que du coup, la température est élevée aussi? Et je regarde, est-ce que, je dis pour cette donnée-là, ah oui, effectivement, j'ai cette présence floue qui implique cette présence floue. Pour la deuxième donnée, ça marche aussi. Pour la troisième, ça ne marche pas. Et donc, on dit, pour calculer le support de ce plus M1 plus M2, je vais regarder la somme pour toutes mes données du degré avec lequel le M1 de X implique le M2 de X. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que moi, quand je vous ai présenté tout à l'heure le dessin, là, j'ai dit, on voit que quand ça augmente, ça augmente aussi. C'est pas du tout ce que dit cette phrase-là. Cette phrase-là, elle ne regarde pas du tout, parce que quand je dis je fais une croissance, c'est-à-dire que je regarde, je fais varier toutes les données, je regarde si quand ça augmente entre différentes données, ça augmente de l'autre côté entre différentes données aussi. Alors que là, chaque X est traité indépendamment les uns des autres. Donc ça veut dire que si quelqu'un implémente ça alors que l'utilisateur a en tête une corrélation d'ordre, ça ne marche pas. Ils ne vont pas se comprendre. Donc ça va être... A priori, on comprend ça plutôt comme une covariation d'attributs. On regarde, est-ce que quand l'attribut A augmente, quand l'attribut M1 augmente, quand l'attribut M1 varie, est-ce que l'attribut M2 a la même variation? Et c'est une tendance globale à travers toutes les données. Est-ce que tout le monde est d'accord à ce moment-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on peut faire plein de choses. Une fois qu'on dit, OK, je me mets sur la corrélation. Heike Hüller-Meyer, lui, il a proposé de faire une corrélation de valeurs. Et il dit, je vais chercher, est-ce que j'ai une corrélation linéaire dans mes données? Et je vais dire, plus j'ai une corrélation, donc lui dit déjà, je m'intéresse que des corrélations linéaires. Pourquoi pas? Et après, il dit, plus la droite est verticale, plus j'ai vraiment une corrélation plus. Ça marche. Pourquoi pas? Mais par contre, si j'ai une corrélation qui est quadratique, il va passer à côté. C'est pas grave. Après, il y en a d'autres qui ont dit, non, on ne va pas regarder une corrélation de valeur, on va regarder une corrélation d'ordres induits. C'est-à-dire, si j'ordonne mes données suivant l'attribut A, ça veut dire que je projette tout le monde ici sur l'attribut A et je dis, celle-là, elle est avant celle-là, celle-là, elle est avant celle-là, celle-là, elle est avant celle-là, etc. Je les trace. Je les classe aussi suivant l'attribut vertical et je regarde si j'ai une corrélation entre ces deux ordres. Est-ce que c'est le même ordre que j'obtiens? En disant, plus j'ai le même ordre, mieux c'est. Par exemple, pour les corrélations d'ordre, il y a plein de méthodes. Si je prends le taux de Kendall ou si je prends Spearman, peut-être pas exactement la même chose. Et j'obtiendrai pas les mêmes que ceux que j'obtiens ici. Parce que ici, si la corrélation est quadratique, c'est pas grave, il va la trouver quand même. Ouais. C'est pas tout. C'est pas tout. Autour de chez Anne Laurent, là, à Montpellier, ce qu'ils ont dit, c'est ah non, on peut faire aussi des sous-ensembles de données compatibles. C'est quoi les sous-ensembles de données compatibles? C'est de dire, par exemple ici, vous voyez, sur toutes mes données là, en gros, ça marche. Pour les points rouges, effectivement, j'ai une corrélation. Il suffirait que j'enlève ces quelques les points bleus qui pourrissent un petit peu le truc, là. Je les enlève. Et je regarde quel est le nombre maximal de données que je peux garder pour que ça marche nickel. Et je dis, plus je peux conserver de données, mieux ça marche. Plus la corrélation va être établie, mais je vais donner une meilleure note à ça. Et alors ça, on se dit, mais comment est-ce qu'on va calculer ça? Anne-Elisa, ils ont trouvé une super méthode pour faire ça. Elle modélise ça avec des graphes de précédence binaire. Ils ont des matrices binaires qu'elles implémentent, etc. Et ça se calcule hyper bien. Enfin, on fait des combinaisons conjonctives de matrices binaires. Ça se fait tout seul, enfin presque. Mais ça marche bien. Ça passe à l'échelle. Parce que là, évidemment, moi, je fais le dessin sur 2 attributs. En vrai, on a beaucoup plus que 2 attributs. Okay. Donc, même si on se met d'accord sur dire, OK, je fais une corrélation, déjà, j'ai 3 valeurs différentes. Est-ce que c'est anodin? Non, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que là, je prends 2 jeux de données où j'ai mis beaucoup moins de points. Okay.
Et puis, à gauche, là, en gros, si je prends la dernière variante, là où je prends un point je prends la stratégie par les sous-ensembles de points, là, je dis, OK, j'ai le deuxième point là qui ne va pas. Tout le monde est parfaitement bien ordonné, sauf le deuxième. Et à droite, c'est pareil. Le deuxième point, il n'y va pas du tout. Donc je dirais, dans les deux cas, je vais avoir le même support pour le. J'ai changé de notation là, c'est plus A, quand A augmente, B augmente. Je ne fais pas grand-chose. Et je dis, dans les deux cas, c'est pareil. Il suffit de supprimer un point pour que ça marche. Ou alors je dis, mais attends, dans D2, cette exception-là, c'est une exception qui va vraiment pourrir mon truc. Parce que là, elle va perturber tous les couples de points. C'est-à-dire que si j'avais cherché à les projeter sur l'ordre que j'induis, quand je les projette sur l'axe des X, lui, il est bien sagement entre le premier et le troisième. Quand je projette sur l'axe du B, là, il se retrouve, lui, en plus grand. Donc, il va pourrir tous les couples de données. Donc, je vais dire, ah ben non, ma corrélation, mon motif graduel, il est beaucoup plus vrai à gauche qu'à droite. Ouais. Si je fais une corrélation linéaire, elle va marcher beaucoup mieux ici que là. Ouais. Donc, là aussi, si je dis à l'utilisateur, ah non, sur ces données-là, il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de motif graduel, parce que moi, j'ai considéré que c'était, je regardais en termes de couple de données. Si l'utilisateur, lui, en tête, il dit, non, mais c'est bon, il suffit de supprimer une donnée, ça marchait. Mais en fait, il ne va pas comprendre ce que je lui explique sur ces données. Donc, cette interprétation linguistique, cette représentation linguistique, elle parle bien, elle a l'air facile. En fait, non. C'est un piège. Voilà, ça. Donc, si je prends value et ranking correlation, si je prends les corrélations, ça marche beaucoup bien sur D1 que sur D2. Et si je prends la stratégie par sous-ensemble, j'ai égalité. OK? Ça marche? Oui. Vu que cette expression linguistique, elle est mal définie, mais qu'il en a plein de définitions formelles, est-ce que du coup, on ne peut pas essayer de calculer chacune de ces définitions formelles pour voir si c'est vérifié et à la fin, justement, avoir un score flou pour voir si c'est vérifié? Donc la question, c'est de dire, comme on a plein de définitions formelles, on va les tester tous et on prend tout le monde et après on agrège tout ça ou on fait quelque chose. Alors, on peut agréger tout ça. Le problème d'agrégation, c'est que ça part souvent en compromis. Donc, si la question d'agrégation est une question très compliquée aussi. Donc, je veux dire, si on dit est-ce qu'il faut que ça vérifie toutes les définitions pour que ça soit sauvegardé, est-ce qu'il suffit qu'il y ait une définition qui marche pour que ce soit sauvegardé, etc. La moitié. Est-ce qu'on parle des effets de renforcement en disant ok, ça en vérifie 4 sur 5, c'est bien mieux que. Enfin, on peut faire plein de choses. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout, pour moi, ce qu'il faut, c'est surtout se mettre d'accord avec l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen d'expliquer à l'utilisateur qu'est-ce qu'on calcule et de vérifier si c'est bien en lien avec ce que lui a en tête. Ou alors, effectivement, on a tout implémenté et on pose des questions à l'utilisateur en disant là, tu voudrais quoi? Et après, on lui dit ok, si toi, tu veux ça sur ces données-là, voilà le critère que je vais avoir. Moi, je voulais juste dire attention, si vous dites juste ah, je fais du linguistique, c'est bon, je suis interprétable. Oui, c'est interprétable, mais est-ce que c'est interprété comme on voulait? C'est pas complètement évident. Et après, c'est encore pire, parce qu'on peut faire des clauses enrichies. Donc, parce qu'on se dit, OK, plus A est élevé, plus B est élevé, c'est pas mal, ça reste un petit peu pauvre comme information. Donc, on peut faire mieux, ouais, on peut faire plein de choses mieux. Donc, ça, c'est la thèse, les anciens travaux de thèse d'Amal, qui dit, je vais rajouter des clauses, par exemple, le surtout si. Je vais dire, plus A est élevé, plus B est élevé, surtout si on a une information. Donc, par exemple, ça veut dire que là, sur mes données, globalement, j'ai pas de tendance graduelle. Sauf que si je constate que je me concentre sur cet attribut-là, sur cet intervalle-là, là, ça marche. Et ça, c'est une information hyper intéressante. Ou alors, on peut faire aussi des clauses de renforcement qui est plus A est élevé, plus B est élevé, d'autant plus que C est élevé. Je vais reprendre. Donc là, ça veut dire que, par exemple, je vais faire un renforcement par un troisième attribut. Donc ici, j'ai dit, j'ai toutes mes données, a priori, elles étaient tout en bleu. Je vais regarder, tiens, l'humidité. Donc, je vais filtrer mes données suivant leur humidité. Donc, je ne regarde que les points verts et je me demande, est-ce que sur ces points verts, ma corrélation est vérifiée? Et le problème, c'est évidemment que là aussi, il y a plein de choix possibles d'interprétation qui s'ajoutent aux choix déjà sur le truc de base. Alors, juste quelques exemples, parce qu'on c'est pour rigoler, quoi. Donc, le premier, on a dit par intervalle. Donc, on se dit, OK, on va faire une restriction par l'intervalle. Et ce qu'on veut, donc, c'est trouver un sous-intervalle ici. Donc, je vais chercher un sous-ensemble de données D' qui est inclus dans D, de telle façon que j'ai une validité accrue
sur D' par rapport à sur D. Donc, je vais chercher à maximiser le support de mon motif graduel sur D'. Par exemple, je dis, si je prends toutes mes données, j'ai 36%, ça marche à 36%. Si je prends les données que dans cet intervalle-là, ça marche à 78%. Nickel. Puis on n'oublie pas que quand même, il faut que j'ai aussi une notion de représentativité. Si je dis, ah, je prends que 2 données, et là j'ai du 100%, c'est vrai, mais c'est pas très intéressant. Donc il faut que je combine cette validité accrue avec une représentativité. Et en plus, il faut que je me demande, une fois que j'ai dit, ok, c'est comme ça que je le définis, comment est-ce que je fais pour faire ça de façon efficace? Et bien, figurez-vous qu'on a trouvé, enfin, Amal a proposé une méthode basée sur la morphologie mathématique, dont Isabelle Bloch vous a parlé mercredi matin. En fait, on a trouvé une application sur des trucs complètement différents. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très important, c'est juste pour vous dire, ça se croise, quoi. On peut faire des liens entre les différentes méthodes. Et a priori, ça n'avait juste aucun rapport. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on réécrit toutes les données avec des plus et des moins, en disant est-ce que ça fait partie des valeurs qui rendent le motif vrai ou faux. Et après, on fait, comme la dernière fin, comme ce qu'a dit Isabelle, on fait des érosions et des dilatations, on les combine. Et en fait, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet, vous voyez ici, de manger les petits plus isolés et de récupérer les grandes zones de plus. Et là, ça va manger le petit moins isolé. Et donc, on va dire, OK, globalement, au départ, j'avais ces plus et ces moins là. Une fois que j'ai fait ma morphologie mathématique, je récupère une grande zone de plus. Alors, évidemment, c'est un cas idéal où ça se passe bien, mais c'est un exemple. J'ai choisi l'exemple comme je veux. Mais enfin, sur le principe, c'est ça. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est juste pour dire c'est une façon rigolote de résoudre ça. Quand on fait le d'autant plus que, là aussi, il y a plusieurs interprétations possibles. Quand je dis plus GM1, plus GM2, d'autant plus que GM3, je pourrais dire je vais avoir un plus GM1, plus GM2, et par ailleurs, plus GM3, plus j'ai un delta M2, c'est-à-dire que c'est une espèce d'accélération de M2. Je pourrais faire ça, c'est une contrainte de variation. Nous, on a considéré que c'était plutôt une présence renforcée. Donc la présence renforce, c'est-à-dire que la validité doit augmenter quand je me restreins à M3. Pourquoi pas? C'était plus facile à calculer. Ok, et là, pour moi, il y a un autre problème qu'on peut avoir, c'est encore vraiment du langage naturel, ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moment à vouloir rajouter des expressions linguistiques où on se demande si ça fait encore sens? C'est-à-dire que, alors, bon, en anglais, moi je maîtrise pas, enfin voilà, je sais pas trop si ça sonne anglais ou pas, mais en français, quand je dis plus GM1, plus GM2, d'autant plus que GM3, surtout si GM4, ouais. Voilà. Et en plus, là, moi, à chaque fois, je donne des exemples avec 2 attributs. En vrai, on aurait plein d'attributs. Voilà. Donc, c'est aussi une question à se poser. C'est vrai que l'expression linguistique, de base, elle est bien claire, mais si elle est trop simple, elle ne donne pas suffisamment d'informations sur les données qui sont extraites sur les connaissances. Elle ne donne pas suffisamment de connaissances sur ce qu'il y a dans les données. Si il y a des trucs trop complexes, ça ne devient plus du tout interprétable. Parce que juste, on ne comprend rien à ce qui est manipulé. Donc, il faut faire attention. C'est linguistique, mais quand même, il faut faire attention. Linguistique, ça ne veut pas dire magique. Enfin, pas complètement. C'est tout? Non, c'est pas tout. Donc ça, c'était juste, je vous ai juste illustré le principe et 2 méthodes avec les problèmes principaux. Et puis là, j'en ai mis 4 de plus. Ça marche? Alors, ah oui, ça c'est juste un transparent pour dire, ok, donc quand on dit qu'on va faire des résumés linguistiques, là, à quel point est-ce qu'ils sont interprétables ou pas? Donc comme vous savez bien, il n'y a pas de critère d'évaluation d'interprétabilité. En gros, chaque papier vient avec son critère d'interprétabilité. Et devinez quoi? Chaque papier maximise son critère d'interprétabilité. Chaque papier dit, ah bah vous voyez, je suis bien meilleur que tous les autres. Voilà. Nous aussi, hein, enfin je veux dire, j'accuse pas les autres, hein, nous on fait pareil. Voilà. Non, j'exagère un petit peu, mais voilà. Donc il y a quand même des éléments sur lesquels tout le monde est après d'accord pour dire que ça fait partie des contraintes d'interprétabilité. Par exemple, si on a un vocabulaire, okay, le nombre de modalités qu'on utilise, donc le nombre de termes qu'on utilise, okay, si on a 18 termes ou si on a 42 termes, il y a un moment où ça devient moins interprétable. C'est trop riche, c'est trop subtil, on ne comprend plus. Il y a ce qu'on appelle la distinguabilité, c'est-à-dire si on a aussi trop de termes, en fait, ils sont trop proches les uns des autres, on a des quasiment synonymes et on dit ah mais attends, quand tu me dis bleu très très clair, la différence avec le turquoise et le vert clair et le machin, je sais plus. Donc, ouais. Il faut aussi que les modalités, comme ça c'est en termes de sous-ensemble flou, pas qu'ils aient des formes trop bizarres. Il faut qu'ils couvrent bien tout l'espace. Et ça, c'est facile à dire, mais en fait, quand on a des vraies données, parfois on ne sait même pas quel est l'espace qui est couvert. Parfois, on a une exception qui est au bout du monde. Enfin, voilà. Les partitions fortes. Est-ce qu'on a une définition uniforme? Parce qu'on a des sous-ensembles flous qui sont plus larges à certains endroits et moins larges à d'autres endroits. Par exemple, si on travaille avec des couleurs,
peut-être un truc très intéressant aussi, parce que la perception des couleurs, c'est aussi un domaine où la logique floue peut aider beaucoup, parce que la perception des tout le monde, enfin, je crois que genre dans le vert, on est beaucoup plus sensible que dans d'autres couleurs, on a besoin de plus de modalités éventuellement à cet endroit-là que dans le noir. De toute façon, bon, voilà, c'est des couleurs qui sont plus homogènes, donc on va pas forcément faire de mieux. Après, au niveau des phrases elles-mêmes, pour les phrases elles-mêmes, déjà, on est d'accord qu'on veut trouver des phrases qui ont un degré de vérité élevé. Et après, on peut dire, il faut qu'elle soit trop longue. Parce qu'on disait, là, si on a 42 attributs, ça ne marche plus, quoi. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue, il faut qu'elle soit appropriée, il y a des degrés de focus qui existent. Voilà. Après, si je prends un résumé, ce n'est pas une phrase. Un résumé, c'est plein de phrases. Alors, il faut que ces phrases, elles couvrent bien toutes mes données. Il faut que le résumé, globalement, ne soit pas trop long. Il faut que j'ai des critères globaux, des critères sur la crasse en moyenne. Et si je prends les phrases 2 par 2, là, il y a plein de choses intéressantes à dire aussi. Par exemple, je ne veux pas avoir des phrases qui sont trop similaires. Je ne veux pas avoir des phrases qui sont contradictoires. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Je vais illustrer ça. Mais en fait, c'est des problèmes qui se posent très, très, très vite. Je vais vous montrer ça. Alors, sauf que je ne prends pas exactement dans le même ordre que ce que j'ai dit. Okay. Le problème du vocabulaire. Le problème du vocabulaire, c'est, donc là, moi j'ai dit, j'ai 3 modalités pour décrire mes données. Donc j'ai petit, moyen, grand. Okay. Prenons des hôtels. J'ai pas cher, acceptable, trop cher. Et puis, quand je regarde les vraies données, donc quand je regarde dans la ville où je veux aller, quelle est la distribution des prix. Donc l'attribut B, là, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. En fait, si on regarde bien, on observe qu'on a ça comme prix. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un problème si je considère ce genre de choses? Oui, il y a une séparation qui n'est pas naturelle. En fait, ici, le cluster qui est tout à fait à droite, quand l'utilisateur m'a dit ça pour moi c'est trop cher et ça c'est au milieu c'est acceptable, en fait ça va couper artificiellement le cœur des données. En fait, dans cette ville-là, il y a un groupe de prix qui sont là. Alors, ça peut rester trop cher pour le budget de l'utilisateur, hein, c'est pas la question. Mais ce qu'on dit simplement, c'est que c'est artificiel et ça ne correspond pas à ce qu'il veut. Réciproquement, on pourrait avoir, mon dessin n'est pas idéal, on pourrait avoir une grande modalité dans lesquels en fait, il y a plusieurs sous-groupes de données. Et à ce moment-là, si on utilise le vocabulaire que l'utilisateur a défini, on va perdre quelque chose dans les données. Et donc là, la question, c'est est-ce qu'on veut que le vocabulaire soit défini par l'utilisateur, ce qui est bien, parce qu'il va bien comprendre ce qu'on lui dit. Parce que quand on va lui dire c'est un hôtel cher, il sait exactement de quoi on parle. Et vous êtes d'accord aussi que quand on dit un hôtel cher, c'est bien de faire un sous-ensemble flou, ça ne se joue pas à l'euro près. Quoi. Enfin, genre, au-dessus de ce prix-là, c'est inacceptable, et à 1 euro près, ça marche. Non, on a quelque chose de flou quand même. Donc c'est bien que lui, il donne son avis, et en même temps, faut quand même qu'il y ait un aspect un peu guidé par les données. Parce que sinon, on pourrait dire aussi, c'est pas grave, hein, je fais du clustering sur mes données, je fais du clustering flou, le cluster, ça marche, hein, ça existe, il n'y a pas de problème, il y a plein de méthodes. Voilà. Je fais le clustering flou, j'en déduis ma description des données, oui, mais à l'utilisateur, ça ne va pas lui parler du tout. Donc, il faut trouver un compromis entre les deux. C'est pour ça qu'on s'est aligné comme ça. Donc, il faut qu'on ait une adéquation aux données. Donc, si on considère qu'en entrée, j'ai un vocabulaire et des données numériques, en fait, j'ai besoin d'avoir une double adéquation. D'une part, il faut que si les données numériques sont similaires, alors je dois avoir une description linguistique similaire, ce qui n'est pas le cas sur ce cluster-là. Ici, les données le cluster tout à droite, pardon. Les données qui sont tout à droite, j'ai des points qui sont dans l'espace numérique qui sont assez similaires, mais dans l'espace linguistique, ils sont principalement décrits par des modalités différentes. Et puis réciproquement, il faut que si j'ai des descriptions linguistiques similaires, ça appartienne plutôt au même sous-groupe de données dans l'espace numérique. Et bien c'est super, on peut faire des mesures de qualité qui capturent exactement ça, parce qu'on peut faire du clustering dans l'espace numérique, du clustering dans l'espace linguistique, et ensuite faire des comparaisons croisées, faire des évaluations croisées des partitions de données qu'on obtient. Et en plus, on a aussi proposé une méthode de révision du vocabulaire en disant, on va dire à l'utilisateur qui nous donne son vocabulaire, et ensuite on va lui proposer de faire des légères adaptations en fonction des données. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, on n'oublie pas tout son vocabulaire, on lui dit, tiens, t'as rien compris, c'est comme ça qu'il faut définir. On essaye de préserver un petit peu ce qu'il fait. Donc là, c'est quelques illustrations. Donc j'ai des données en 2 dimensions, je m'intéresse qu'aux modalités définies sur l'attribut X. Et en vrai, dans les données, en gros, j'ai 3 clusters. Si l'utilisateur, lui, pour l'instant, il n'avait pas vu, il considérait qu'il y avait un seul descripteur à utiliser, et bien ici, la méthode va lui proposer d'avoir 2 descripteurs, en fait, d'avoir 2 modalités,
oui, évidemment, là aussi on a bien choisi l'exemple, on est d'accord que si tout en haut j'avais un gros cluster qui couvrait le tout, ça aurait été plus difficile. Si j'ai une partition qui convient bien, bah, la méthode ne fait rien. Si j'ai ce cluster-là qui est... Si j'ai une partition là, comme la P2A, alors elle va pas bien parce que le cluster vert, là, il est trop grand. Enfin, la modalité verte, elle est trop grande. Mais l'utilisateur, par contre, lui, nous a dit qu'il avait une modalité rouge tout au bout qu'il voulait conserver. Donc, on fait la séparation et on coupe seulement la partie verte en deux et on préserve la partie rouge. Bref, on peut jouer avec ça. Okay. Donc ça, c'est le premier point. On a besoin d'avoir une adéquation aux données. Ensuite, le deuxième point, c'est un truc qui est rigolo aussi, ça, c'est d'avoir une adéquation linguistique. Enfin, moi, je trouve ça rigolo. C'est de montrer que c'est rigolo, mais voilà. Donc là, je repars sur l'exemple que j'ai donné au tout début, qui est sur le résumé linguistique de périodicité d'une série temporelle. Par exemple, environ toutes les 45 minutes, les données prennent des valeurs élevées. En fait, ce qui m'intéresse juste, c'est ce environ toutes les 45 minutes. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que pour que la phrase ait l'air naturelle en langage naturel, par exemple, il faut éviter les valeurs qui soient trop grandes ou les valeurs qui soient trop petites. C'est-à-dire que si on vous dit environ toutes les 168 heures, les données sont élevées, ça ne parle pas beaucoup. Or, 168 heures, ça correspond exactement à une semaine. Alors, dire environ, enfin toutes les semaines, c'est beaucoup plus parlant que toutes les 168 heures. Et là où ça devient rigolo, c'est qu'en fait, l'ordinateur, il ne sait pas, lui, quelle est la granularité dont on dispose. Il sait il faut qu'on lui explique. Alors, il y a des heures, elles se regroupent par 24 pour donner des jours, les jours se regroupent par 7 pour donner des semaines, qui se regroupent eux-mêmes par 30 pour donner des mois. Tout ça, il faut qu'on lui donne. Et après, ça va être à lui de trouver la bonne granularité. Après, il faut aussi chercher à faire du truc approché. Je vous ai dit, je fais de la logique floue, donc j'aime bien ça, mais voilà. Plutôt que de dire à l'utilisateur toutes les 44,2 minutes, c'est peut-être pas une bonne idée. Il vaut mieux lui dire à peu près toutes les 45 minutes. Et là, la question, c'est qu'il va falloir contrôler à partir de quand est-ce qu'on passe du 44,2 au 45. Et ça va dépendre de l'application aussi. Peut-être que l'utilisateur a besoin d'avoir la précision au dixième de minute près. Ça peut arriver. Mais si on parle de, je sais pas moi, la durée moyenne des cours, on ne va pas dire qu'un cours dure en moyenne 44,2 minutes. Je pense que 45 minutes, c'est... Et par contre, du coup, il faut enrichir avec un adverbe pour donner à l'utilisateur l'information qu'on a fait une approximation. On va lui faire croire que c'est exactement toutes les 45 minutes. Et donc, ça c'est le travail de thèse de Gilles, il a proposé une méthodologie qui choisit justement l'unité, la bonne unité en s'adaptant à la granularité, qui calcule une approximation de la période convertie et qui ensuite sélectionne la trait. Et cette adéquation linguistique, on peut faire encore mieux. On peut faire des trucs qui sont vraiment encore, que moi je trouve jolis. C'est une adéquation plus, alors on appelle ça cognitive. C'est quoi? En fait, c'est cette idée de environ 44,2. Environ 44,2, on a dit, non, c'est pas terrible, on va faire du environ 45. Et en fait, dans ses travaux de thèse, Sébastien Lefort, qui était aussi co-encadré en sciences cognitives, il a travaillé justement sur cette notion de expression numérique approximative. Et il a regardé qu'est-ce que c'est que environ X. Par exemple, si on dit environ 168, on voit bien que ça ne capture pas la même chose que environ 160. Vous êtes juste comme ça avec les mains. D'accord, que le environ 160, il va aller chercher plus loin de part et d'autre que le 160, que le environ 168, où on descend à un niveau précis. Et après, il a dit aussi, mais si on regarde environ 150, par rapport à un environ 8150, c'est pas pareil non plus. La partie 150 est commune, mais le fait qu'il y ait 8000 devant, ça fait que c'est pas pareil. Ça fait que intuitivement, on ne va pas le comprendre de la même façon. Et donc, les travaux de Sébastien, entre autres, ont consisté à récolter des données. Donc, il a fait tout un protocole expérimental qui n'est pas évident à définir pour aller demander aux gens, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, environ 150, et pour essayer de vérifier qu'ils soient cohérents dans leur réponse et ce genre de choses. Et après, il a proposé des modèles computationnels qui sont basés sur un compromis. Et après, il a pris les nombres et il a cherché à comment est-ce qu'il pouvait définir un sous-ensemble flou qui corresponde à ça. Et donc, ce que vous avez ici sur cette figure-là, c'est en noir les données qu'il a récoltées, donc là avec des répartitions, des distributions de fréquences, quoi. Donc ici, c'est combien de personnes lui ont dit que... Donc, il a dit, si je vous demande environ 150, il a regardé quel est le pourcentage de personnes qui ont dit, ah si, pour moi, si on dit environ 150, je considère que 100, ça rentre dedans. Si on dit 150, est-ce que ça rentre dans environ 150? Oui. Voilà. Et il a fait pareil pour 8150. Et en rouge,
vous avez le sous-ensemble flou qu'il apprend. Alors lui, il a fait un sous-ensemble flou très simple donc il a défini ce qu'on appelle le support. Donc le support, c'est les points limites où il y a le degré 0 à l'extérieur. Le noyau, c'est-à-dire l'intervalle où on a 1. Et puis il a regardé juste le niveau 0,5. Et entre ces trucs-là, il fait des droites. C'est pour ça que ça a une tête un peu tordue comme ça. Et donc, il a regardé d'un point de vue arithmétique, quelles étaient les composantes importantes d'un nombre pour arriver à faire ça. Et donc, il a regardé, il a dit, ça dépend de ce qu'on appelle la magnitude, c'est le nombre globalement, ça dépend du dernier chiffre significatif, par logique, ça dépend de la granularité, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt de l'ordre de 8000 ou de l'ordre de 150, et ça dépend aussi de ce qu'on a appelé une science cognitive, parce qu'il y a des nombres qui ressortent. Donc, une science cognitive, c'est vraiment ça. Il a regardé, il y a des nombres qui ressortent. Les multiples de 10, ils ressortent bien. Les multiples de 5, un peu moins. Les multiples de 2, un peu moins. Mais beaucoup plus que les multiples de 7. Dans notre système de numération à nous. Et donc, il a manipulé tout ça pour arriver à faire ce modèle-là. Évidemment, là, je fais un résumé de son travail. Mais voilà. Et par exemple, vous voyez que quand on fait le environ 8150, là, on a un blocage à 8000. Avant 8000, il n'y a rien. Ça fait un sous-ensemble flou qui est complètement asymétrique. Et en même temps, donc, ça correspond à ce qu'il a observé dans ses données. Avant 8000, il n'y avait personne qui avait dit 7500, est-ce que c'est environ 8150? Non. Environ 8150, ça s'arrête à 8000. Et son modèle est capable de capturer ça. Alors que le environ 150, lui, il va effectivement de 100 à 200 et il est symétrique. Ça, c'est bien parce qu'il a pris en compte la magnitude. Pardon? C'est la magnitude. Et bref, je résume, hein, mais donc il a manipulé tous ces éléments-là, il a bien regardé qu'est-ce qu'il fallait prendre en compte pour faire tout ça. Proche de 7000 personnes. Ouais. C'est ça. Donc effectivement, voilà. Le 7500 est beaucoup plus loin du environ 8150 que le 8500. Beaucoup plus loin. Oui. Pour être très petit, genre en dessous de 10, parce que c'est des choses où on ne va pas mettre environ deux personnes, ça ne veut rien dire. Ouais. Donc la question, c'est est-ce qu'il a travaillé sur des chiffres qui sont inférieurs à 10 pour regarder ce qui se passe. Pas spécialement. Parce qu'il n'a pas eu le temps de tout regarder. Voilà. Et, par contre, il y a des choses qui sont intéressantes aussi. Quand on dit une douzaine, voilà, c'est un élément qui existe en granularité. Et une douzaine, ça couvre de quoi une demi-douzaine, voilà, ce genre de choses. C'est assez rigolo. Ce qui est rigolo aussi, ce qui est important aussi de noter, c'est que lui, il a travaillé de façon générique. Si on parle par exemple d'argent, on n'a pas les mêmes résultats. Surtout si on parle d'argent, il faut faire la différence entre est-ce que je suis en train de vendre ou en train d'acheter. Pour du vrai, si je dis environ 8000 € et que je veux vendre, je vais aller beaucoup plus vers les grands nombres. Et c'est important parce que quand je suis en train de chercher, un hôtel, pas 8000 €, mais voilà. Si je cherche un hôtel, je dis, par exemple, je sais pas moi, environ 60 €, des valeurs qui sont plus loin en dessous vont m'intéresser plus que celles qui sont à la même distance, mais au-dessus. Là aussi, il y a une asymétrie. Et donc ça, c'est un autre élément contextuel qu'il faudrait regarder. Après, on s'est dit, on ne peut pas regarder tous les contextes non plus auxquels on va s'intéresser et tout ça, mais voilà, c'est rigolo. Et voilà, et c'est rigolo parce que je redis, quand on fait un résumé linguistique et qu'on veut faire le environ 44,2, pour trouver la bonne approximation qui correspond, en fait, voilà, le modèle de Sébastien peut aider à faire ça. Et effectivement, il y a des applications à ça quand on fait des recherches flexibles dans les bases de données. Quand on dit rechercher dans une base de données, c'est par exemple trouver un hôtel qui propose des chambres à environ 60 €. Et on peut dire le environ 60, comment est-ce qu'on le représente comme ça pour avoir une vraie modélisation cognitive. Et puis après, encore d'autres problèmes qu'on peut se poser, des problèmes de cohérence. Les problèmes de cohérence sont évidents. En fait, donc là, je me place au niveau plus d'une seule phrase. Donc, juste avant, j'étais sur un seul mot, j'étais environ X. Là, je me place au niveau d'un ensemble de phrases, enfin deux, pour commencer. En fait, il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes de redondance. Quand on fait des résumés linguistiques, c'est comme quand on fait des règles d'association. En général, on croule sous les règles d'association qui sont envoyées. Et il y en a plein, il faut arriver à faire le tri là-dedans. Quand on fait des résumés linguistiques, c'est le même combat. Et par exemple, si le système est très fier de nous dire « Ah ben, dans plus de 90% des cas, ça s'est observé. Ah, et aussi dans plus de 80% des cas, c'est observé. Et aussi dans plus de 70% des cas, c'est observé. » C'est pas très intéressant.
Et pourtant, le système, il peut avoir envie de le dire parce que peut-être que la valeur de vérité est plus élevée pour environ 80% qu'elle ne l'est pour environ 90%. D'accord? Sinon, on dirait juste, bah, si c'est la même valeur de vérité, effectivement, on prend le plus précis, donc on prend que le environ 90. Oui, mais si je baisse de environ 90, enfin, le plus de 90 à 80, peut-être augmenter la valeur de vérité. Donc il faut trouver un compromis dans ce que je vais donner pour pas non plus noyer l'utilisateur. Donc ça, c'est pour les summarizers. Pour les qualifiers, c'est pareil. Si je mets en dessous de 40, en dessous de 50, et donc en dessous de 40, et donc plus généralement, et donc en particulier les travaux de Anna Wilblick qui a fait plein de choses là-dessus, sur la similarité entre des phrases, et pour trouver les meilleures, ou bien quand les phrases s'impliquent les unes les autres d'un point de vue logique. En disant, si j'ai une première phrase et qu'elle implique logiquement la deuxième phrase, okay, c'est pas la peine de donner la deuxième phrase. Encore que, en termes d'interprétabilité, l'utilisateur peut dire, mais si j'ai ça, pourquoi j'ai pas ça aussi? Et donc l'utilisateur peut ne pas comprendre le résumé qu'on lui fournit en disant, si j'ai une première phrase qui implique logiquement la deuxième, je m'attendrai à la trouver. Bon ben voilà. De toute façon, quand on fait une explication à l'utilisateur, le but du jeu, c'est de ne pas le surprendre. Donc, on lui explique des choses, quand il dit que c'est bizarre, on a raté son explication. Ok. L'autre problème, c'est la cohérence. Il y a deux approches possibles pour traiter la cohérence. On peut, enfin, traiter la cohérence et il y a formaliser la cohérence. Alors, c'est quoi traiter la cohérence? Mais en fait, donc, comme je disais, les travaux d'Amal, donc elle faisait des plus A, plus B et plus A moins B. Et en fait, première méthode, elle avait tout le temps des phrases contradictoires. Donc on lui disait, bah voilà, dans 80% des cas, dans 65% des cas, plus A plus B, et dans 60% des cas, plus A moins B. Et bon, en termes de résumé linguistique des données, c'est pas très clair. Et en même temps, le système avait raison. Pourquoi le système avait raison? Alors là, j'ai mis des couleurs différentes, mais en vrai, j'ai une seule couleur. Et en fait, là, j'ai effectivement une tendance à la hausse et une tendance à la baisse. Et en fait, voilà, jusqu'à 50% des cas dans certaines bases de données. Alors, je pourrais dire, OK, bah, j'ai qu'à mettre un seuil de support hyper élevé. Ouais, mais à ce moment-là, j'ai plus rien. Les deux phrases vont disparaître. Donc, je me dis, non, il faut que je fasse autre chose. Alors, on peut faire le surtout si. Si je fais le surtout si, justement, je vais dire, bon, bah, cette phrase-là, c'est surtout si je suis dans les données vertes à la hausse, ça va être surtout si le X est petit. Et les données rouges à la baisse, ça va plutôt être surtout si c'est les données rouges, enfin les valeurs de X sont élevées. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est proposer une définition autre du support. C'est-à-dire que pour l'instant, quand on a dit quel est le support, dans toutes les méthodes que je vous ai présentées, il y avait déjà 4 méthodes différentes. Hein, si vous vous rappelez bien, il y avait la corrélation, enfin, il y a plein de trucs. En fait, on a dit pour chaque item set graduel, son support ne dépend que de lui. J'ai pas regardé les autres. J'ai juste regardé combien de données supportaient mon motif graduel. Là, évidemment, si je veux pouvoir traiter ces genres de contradictions, c'est-à-dire qu'il faut que je regarde aussi les autres. Donc, on peut faire ça. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est... Amal, elle a travaillé sur les chemins. Donc, elle a regardé combien il y avait de données combien est-ce qu'on pouvait conserver de données pour supporter mon motif. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'on ne va pas regarder combien de données supportent le chemin, mais combien de données supportent en propre ce chemin. C'est-à-dire qu'elle ne supporte ce chemin-là et que celui-là. Donc, ça veut dire que, par exemple, au lieu d'avoir sur le graphe de gauche, là, au lieu d'avoir tous les points verts entourés de bleu et tous les points rouges, en fait, on va supprimer la partie centrale parce qu'ici, on a des données qui supportent les deux motifs en même temps. Et on dit, je ne veux pas. Donc, au lieu d'avoir ça, on va supprimer, donc on va chercher à dire, OK, je vais faire une, donc si vous regardez sur le graphique de droite, on va faire une droite verticale pour séparer les données en disant, de ce côté-là, je vais avoir ça, de ce côté-là, je vais avoir ça. Donc, c'est une façon de faire du surtout si. Ouais, ça marche? Et après, on peut avoir des cas encore plus compliqués, évidemment. Parce que là, on a une tendance à la hausse par les points verts, on a deux tendances à la baisse par les points rouges. Ouais, mais en même temps, c'est vrai qu'entre les deux tendances à la baisse au point rouge, on peut s'intéresser à savoir est-ce qu'on a une tendance à la hausse sur les points verts. Ok, on peut. Ouais. Dernier élément que je voulais vous donner avant la pause, c'était sur... Donc ça, c'était pour comment est-ce qu'on peut processer, donc comment est-ce qu'on peut traiter la contradiction. On peut faire des choses aussi plus formelles sur formaliser la contradiction. Se poser des questions. Et là, justement, le fait qu'on travaille en logique floue va avoir un grand intérêt. Alors en fait, cette histoire de formaliser la contradiction, ça c'est représenté par ce qu'on appelle des carrés des oppositions. Et vous voyez que, alors j'ai pas mis la date, hein, c'est Aristote, j'ai pas mis de date négative,
Boulle 1861, enfin, voilà, ça va chercher loin. Alors, c'est quoi, de façon générale, les carrés des oppositions? C'est de dire, ça c'est en logique classique. Donc, j'ai le coin en haut à gauche de mon carré, c'est tous les S sont P. Ouais. À côté, à droite, j'ai aucun S n'est P. Donc, en fait, si vous prenez celui à gauche, c'est le quantificateur quel que soit. Si vous prenez le quantificateur à droite, c'est le non, il existe. Le quantificateur qui est le coin inférieur gauche, le somme S à P, ça veut dire il existe des S qui sont P. Et enfin, le quatrième coin, c'est il existe des S qui sont non P. Alors, pourquoi ce n'est pas écrit dans un formalisme logique? Parce que ça date de Aristote ou du Moyen-Âge, où ils n'avaient pas encore la notation formelle qu'on utilise maintenant en logique. Et ayant ce carré avec les 4 points, il s'intéresse aux relations logiques qu'il y a entre les trucs. Donc, par exemple, il y a une relation verticale de subalterne qui dit que à chaque fois que je sais que tous les X sont S, alors forcément, il existe des S qui sont P. Si on a au moins un S, mais on se place dans ce cas-là. Je ne peux pas vous dire quel que soit X implique qu'il existe X, il faut qu'on en ait au moins un. Ouais, bon, on se place dans ce cas-là. De la même façon, s'il n'existe pas de S qui sont P, et qu'on n'a pas un ensemble de données complètement vide, ça veut dire qu'il existe des S qui sont non P. Donc, ça, c'est la relation de subalterne. Tout en haut, en bleu, on a la relation de contraire. Et la relation de contraire nous dit que ces deux nœuds-là ne peuvent pas être vérifiés en même temps. On ne peut pas avoir en même temps tous les S sont P et aucun S n'est P. Et on a des relations de contradiction qui sont aussi, pour dire aussi que ce n'est pas possible entre les deux, on ne peut pas avoir tous les S sont P et il existe des S qui sont non P. Donc, les logiciens, à l'époque où la logique faisait encore partie de la philosophie, complètement, maintenant ça fait encore le cas, mais il y a d'autres choses, ils ont réfléchi à toutes ces relations, ils ont posé. Ok. Pourquoi c'est plus compliqué quand on fait du flou? C'est plus compliqué quand on fait du flou parce que déjà, on n'a pas que le quel que soit et le il existe, on a plein de quantificateurs flous. La plupart, un peu, la majorité et tout ça. Donc déjà, on ne va pas avoir un carré avec 4 sommets, on va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et puis en plus, ici on a P et on a non P. Ça, c'est le cas facile, on est en logique binaire. Quand on est en logique floue, on a une négation généralisée. Par exemple, on peut dire P, si je prends l'exemple où P c'est froid, eh bien, je peux considérer 3 négations différentes. Je peux dire le complémentaire, c'est-à-dire pas froid. Je peux aussi avoir le terme qu'on appelle antonyme qui est chaud. Et est-ce que vous êtes d'accord que chaud, c'est pas forcément la même chose que non froid? Ouais. En fait, si je considère que froid, c'est la modalité que j'ai tout à fait à l'extrémité gauche de mes températures, le chaud, c'est celui qui est symétrique par rapport à tout mon univers de température de l'autre côté. Alors que le non froid, bah, c'est le degré d'appartenance 1 moins le degré d'appartenance à froid. Ouais, du coup, j'ai aussi l'antonyme complémentaire, parce que le non chaud, bah, le non chaud, c'est pas froid, c'est pas non froid, c'est pas chaud non plus. Donc, j'ai pas un seul quantificateur, j'en ai plein. Puis en plus, voilà. Donc là, j'avais un seul quantificateur. En fait, là, j'avais un seul quantificateur, parce que j'avais le quel que soit. Et si je prends la négation du quel que soit, c'est un il n'existe pas. Non, c'est il existe. Mais si je prends la négation de la plupart, la négation de n'importe quel quantificateur, c'est pareil. Je vais en avoir 3. Je vais avoir le complémentaire, l'antonyme et l'antonyme complémentaire. Donc le carré des oppositions, la formalisation de la négation, de la contradiction va être plus sympa. Donc en fait, plus exactement, on a 16 protoformes à regarder. Donc là, j'ai pris le cas facile. Je n'ai pas pris des QRX sont P, j'ai pris juste des QX sont P. J'ai dit je laisse tomber le R. Là, je ne dis pas que je parle des patients âgés. Je regarde juste quels sont les patients qui ont un rythme cardiaque élevé. Et donc, si je prends le point de départ qui est QP, donc la plupart des patients ont un rythme moyen, pas moyen, un rythme élevé. La plupart des patients ont un rythme élevé. À côté, j'ai le QP chapeau. Donc, ça veut dire la plupart des patients ont un rythme non élevé. À côté, j'ai le Q barre. D'ailleurs, il manque une barre là. Ça veut dire la plupart des patients ont un rythme qui est faible. Et puis, j'ai ça. Et puis, sur la deuxième ligne, j'ai pris la négation du Q. J'ai pris le Q chapeau.
Et la question, c'est, et là-dedans, qu'est-ce qu'on a comme relation de contraire, contradiction, sous-contraire et subalterne? Bah si, ça se fait en fait. Mais par contre, vous êtes prêts? Attention, une belle image, voilà quoi. Tadam. Pas mal, hein. C'est un 4 cubes des oppositions. Bon, bah en fait, on a un cube qui est à l'intérieur de l'autre cube, et on peut prouver toutes les relations qui existent. Donc les relations qui disent c'est compatible, c'est pas compatible, ça peut être compatible, ça peut ne pas être compatible, ça implique ce genre de choses. Ouais. Alors, ça permet de faire des jolis dessins, voilà quoi. Et sinon, ça a quand même des exploitations pour du vrai, en fait, un peu. Si, ça peut servir, justement, quand tout à l'heure on se demandait, mais comment est-ce qu'on fait computationnellement quand on cherche les résumés linguistiques? A priori, moi, il faut que j'explore les 16 possibilités. Quand je vais se dire, est-ce que ce résumé linguistique s'applique dans mes données avec le calcul d'un degré de vérité, il faut que je regarde les valeurs de vérité des 16. Sauf que non. Comme je sais que certains sont impliqués par d'autres, ou que certains ont une valeur de vérité qui est le complémentaire, bref, je peux aller un peu plus vite. Donc, on peut optimiser les chemins de recherche et on peut aussi définir des conditions de cohérence en disant si j'ai défini un système qui fait que j'ai genre celui-là et celui-là, ça ne va pas être interprétable comme résultat utilisateur parce qu'il va se retrouver avec des choses auxquelles il ne s'attend pas. Voilà. Donc, ouais, on peut s'arrêter un peu. Donc, utiliser les résumés linguistiques, c'est une bonne idée. Je reste persuadée que c'est une bonne idée. Hein. On est bien d'accord que c'est pas parce que j'ai dit qu'il y avait plein de risques et qu'il y avait plein de problèmes, etc., que c'est ce que je suis en train de tout jeter à la poubelle. Hein. Les résumés linguistiques, c'est hyper pratique. Ça permet effectivement d'interpréter des données. D'ailleurs, ça pourrait aussi permettre d'interpréter des résultats de classifieurs. On pourrait dire, dans la plupart des cas, il a prédit comme il fallait, ce genre de choses. Par contre, il ne faut pas dire, c'est linguistique, tout est bon. Il faut continuer à se poser des questions pour regarder ce qui peut se passer dans certains cas. Et je constate qu'il est juste 10h35. On m'a dit qu'il y avait une pause à 10h30, donc je pense que ça se passe. Ça peut aller. Sauf s'il y a des questions dont vous pouvez poser maintenant. Ou, ouais. Des questions dans le chat. J'avais une petite question. Lorsque vous avez fait l'exemple sur l'hôtel cher et puis qu'il y avait les différents clusters, comment vous avez obtenu, vous avez demandé à l'utilisateur, voici la gamme de prix, découpe-la moi en cher, pas cher, tout ça. Et c'est juste après, en l'appliquant sur les données, on a vu qu'il y avait un cluster qui se fait séparer, c'est ça? En fait, c'est même pas ça. En fait, là, c'est pas une expérimentation réelle. C'est pour vous expliquer le principe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de se dire, ben non, en fait, l'utilisateur, lui, il a son idée. En fait, quand il va dire, tiens, enfin, on imagine toujours un moteur de recherche, et voilà, on peut dire ça. L'utilisateur, il a prédéfini, voilà, moi, je considère qu'un billet de train, c'est acceptable si c'est à moins de 100 euros. Ou disons 60 euros. Voilà. Et il fait ses recherches toujours en demandant des prix inférieurs à 60 euros. Sauf que la semaine de Noël, les prix sont complètement différents. Donc, moi, ce que je veux simplement lui dire, c'est lui dire, attention, pour cette semaine-là, si tu gardes ton vocabulaire, les données que tu vas traiter, enfin, tu ne vas pas avoir de résultats qui vont être intéressants. En fait, les résultats que le système va pouvoir fournir vont être contre-intuitifs et ne vont pas être pertinents. Donc, pour l'instant, ça, c'était juste un point d'attention. Moi, je n'ai pas de solution, etc. Je dis juste, il faut se méfier, et quand l'utilisateur me donne son vocabulaire, il faut que je vérifie que ça va. C'est plus ça que je voulais dire. Oui. J'avais aussi une question sur justement l'application des utilisateurs, parce que à de nombreuses reprises, il fallait faire attention au cas d'application, que ça pouvait beaucoup varier. Je me demandais du coup si vous avez pratiqué, vous avez des exemples de réapplication des termes SQL, de ce travail qui devrait être fait et comment ça fait. Alors moi, j'en ai pas directement. Par contre, je travaille beaucoup avec Grégory Smith, que j'ai cité tout à l'heure, qui lui, sa recherche au départ, c'était vraiment sur les moteurs de recherche, avec ce qu'on appelle les requêtes flexibles. Quand on dit requêtes flexibles, ça veut dire que justement, on va se donner un degré de tolérance et ce genre de choses. Et donc lui, effectivement, il a implémenté, il a travaillé avec Sébastien, qui a fait les environ X, là, pour avoir des choses qui correspondent mieux à ça. Oui, plein.
En fait, la plupart des méthodes ont été faussifiées, et en particulier, par exemple, les arbres de décision, c'est un excellent exemple, parce qu'effectivement, quand on fait un arbre de décision flou, en fait, ce qu'on dit, c'est que la donnée, elle ne part pas entièrement d'un côté. Donc, on a le nœud où on pose la question, est-ce que l'attribut est plus grand ou plus petit? En fait, on va pouvoir avoir des données qui vont partir un petit peu des deux côtés, en disant, ça part principalement de ce côté-là, mais ça part aussi un petit peu à gauche. Et en fait, on continue comme ça de façon itérative, et tout à la fin, on va, la donnée va être affectée à plusieurs feuilles de l'arbre, et après, on va réagréger les résultats des différentes feuilles de l'arbre. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de ne pas prendre des décisions tranchées trop tôt. Parce qu'on pourrait se dire, si je fais un arbre de décision au début, c'est pas grave, en fait, ça revient au même. Ça revient pas au même. Parce qu'en fait, on dit, OK, je dois couper là, à cet endroit-là, et j'oublie que j'avais éventuellement un doute en me disant, c'était un peu imprécis, il pouvait partir aussi un petit peu par là. Et donc, on se dit, si en fait, on le fait partir un petit peu à gauche quand même, et que sur la question qui se passe sur l'autre attribut, en fait, ça remonte son score de ce côté-là, on va pouvoir mieux gérer. Et le principe général des méthodes floues, c'est souvent, effectivement, de dire, on garde l'imprécision, on la gère aussi longtemps qu'on peut avant de trancher. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça fait aussi qu'en général, les espaces dans lesquels on fait des optimisations sont beaucoup plus smooth. Et ça marche mieux. Par exemple, si on fait du clustering, on prend l'algorithme des cas moyennes, il y a une extension floue, qui n'est pas la même chose que le mélange de Gaussienne, qui est une variante probabiliste de ça. Si on fait les cas, alors je sais pas pourquoi, on a les cas moyennes, et en flou, ça s'appelle les C moyennes floues. Je pense que K, ça fait trop dur, ça fait trop crisp. Donc le C, ça fait plus... Je sais pas. En fait, personne ne parle des cas moyennes floues, donc je vais pas le faire non plus, mais il n'y a pas de raison. Et en fait, Frank Clavon en particulier, il a montré que c'est plus robuste par rapport aux initialisations aléatoires, parce que on a des possibilités, les bassins dans lesquels on va avoir des minima locaux sont moins tranchés que ce qu'on peut avoir en cas moyenne. Donc c'est pour ça que préserver l'imprécision, c'est vraiment utile. Est-ce qu'il y a un petit risque de perdre en explicabilité si on fait un arbre de décision floue? Donc, au lieu de dire à quelqu'un, il ne va pas la faire, un machin, etc. Là, on dit, imaginez le flux, les particules qui existent stockées. Donc, comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Je suis d'accord. En fait, ce qu'il y a, c'est que les règles peuvent être plus faciles quand même à comprendre. Les règles peuvent quand même être plus claires pour un utilisateur, parce qu'on ne lui dit pas si c'est inférieur à 19,6. Auquel cas, l'utilisateur peut dire, ah bon, 19,6 ok. Ça peut être, voilà quoi. On va dire si c'est plutôt petit, et on lui dit, et petit, ce sera inférieur à 19. Enfin, voilà. Donc, ça peut être quand même plus interprétable à ce niveau-là. Après, je suis d'accord avec vous, on peut avoir une complexité qui peut être supérieure, parce qu'une donnée, effectivement, elle peut partir plus tard. Donc, moi, je ne suis pas contre l'idée qu'on dise, mais si j'ai un arbre de décision flou, peut-être que je considère qu'il n'est pas aussi interprétable en soi qu'un arbre de décision classique, et j'ai peut-être un travail à refaire sur comment présenter les résultats à l'utilisateur. Oui. Dites un arbre de décision flou, je veux dire un ensemble de règles floues d'ordre quelque chose avec une déspécification à la fin. Oui, sauf que oui, c'est ça, mais il y a des algorithmes d'apprentissage des arbres de décision flous qui intègrent le fait qu'on va faire des frontières floues. Et c'est pas qu'on fusifie a posteriori un arbre de décision appris de façon classique, c'est vraiment, on sait qu'on va apprendre des sous-ensembles flous, et donc on peut optimiser le positionnement de ces sous-ensembles flous parce qu'on sait qu'on va justement autoriser que les données partent d'un côté ou de l'autre. Et donc il y a des extensions de la mesure d'entropie. Et donc, on a des entropies floues et ce genre de choses, et ça se passe bien. Enfin, on pourrait en dire plus, hein, mais pour simplifier, on peut dire que ça se passe bien. Si on revient, par exemple, à l'exemple d'arbre de décision, si on se pose la question, est-ce que c'est possible de combiner la logique floue à une logique classique, et en l'occurrence, pour les arbres de décision, on fait une partie là où on ne va pas trancher très rapidement. Au début, on fait une logique floue, ensuite, c'est un peu plus strict pour... On peut, après, c'est juste une contrainte qu'on rajoute. La logique floue est bien une extension de la logique classique. Ça généralise complètement. Donc, c'est vraiment juste un cas particulier. Donc, on peut très bien dire, au début, j'autorise toute la puissance et l'expressivité de la logique floue, et au fur et à mesure, je vais être plus contraignant. C'est possible. Mais je ne connais pas spécialement, je ne sais pas spécialement que ça a été fait, mais il n'y a pas de contre-indication majeure, je pense.
Alors, je suis d'accord, et là on revient à la différence entre le flou et les probabilités. Et comme j'ai dit, il y a des cas où je ne vais pas chercher à le défendre plus que ça, c'est des cas où ça devient un petit peu différent. Enfin, c'est moins en termes de sémantique. Donc, ce que moi je dis, c'est que si on fait un sous-ensemble flou, c'est pas qu'on dit je ne sais pas s'il doit partir à droite ou à gauche, il doit partir un peu des deux. Donc, ça, c'est juste une surcouche que je rajoute. En vrai, ça ne change pas grand-chose. En fait, je dirais plutôt que la vraie différence par rapport à un random forest et un arbre de décision flou, c'est la fonction d'optimisation. C'est vraiment ça. C'est la fonction de coût qu'on définit. Et finalement, ça revient à ça. Alors, moi, j'ai plus l'habitude de travailler en clustering. Et donc, si par exemple, je dis la différence entre le clustering flou et le mélange de Gaussienne, c'est vraiment la fonction en vrai. Alors, il y a l'interprétation qu'on rajoute derrière, mais il y a la fonction de coût. Si on fait un GMM, on maximise une log vraisemblance. Si on fait des C moyennes floues, alors on garde une notion d'inertie floue dans chacun des clusters. Mais voilà, on a deux fonctions de coût différentes. Et après, par contre, dans l'interprétation qu'on fait des résultats à la fin, il y a quand même une petite différence. C'est-à-dire, mais c'est pareil, ça reste du. Je ne sais pas si ça aide vraiment. Quand on fait des mélanges de Gaussienne, on va dire je ne sais pas si mon point est dans le cluster A ou dans le cluster B. Alors qu'en logique flow, on va dire je sais qu'il est un peu des deux. Et il y a des exemples sur des animaux un peu bizarres. Là, je sais pas moi, si on prend genre un ornithorynque. L'ornithorynque, c'est pas qu'on ne sait pas à quoi il appartient, c'est qu'il il appartient un peu à tout, quoi. Enfin, et voilà, mais c'est pas la même chose que de dire j'ai observé un animal, je ne sais pas ce que c'est, et en fait, voilà, à la fin, ce sera soit un chien, soit un... Non, on pourrait avoir on pourrait avoir des mélanges, mais il y a certains cas où en fait on peut dire ok, je ne sais pas, j'ai mal vu, je ne sais pas lequel des deux c'est, mais par contre c'est soit l'un soit l'autre. Et là c'est vraiment du probabiliste. Alors qu'il y a des cas où on va dire c'est un peu des deux en fait. En fait on s'en sert aussi quand on fait des émotions. Quand on fait des émotions, c'est on sait pas si, c'est pas qu'on ne sait pas si c'est de la colère ou de la peur. Par exemple, ça peut être un mélange de colère et de peur.